Et j'ai vraiment hâte donc de passer du temps avec vous tous aujourd'hui pour parler de l'importance de l'institution de l'Ombudsman que nous chérissons tous, pour discuter des défis auxquels nous sommes confrontés et les méthodes et outils dont nous disposons pour relever ces défis. Avant de débuter, je voudrais remercier les territoires autochtones traditionnels sur lesquels nous sommes privilégiés de vivre et de travailler ici en Ontario. Donc, nous sommes sur les territoires traditionnels de plus de 130 Premières Nations, chacune avec des particularités distinctes, culture, langue et histoire. Nous voulons reconnaître que les peuples autochtones ont géré ces terres pendant des millénaires, ont été soumis à des dépossessions et injustices coloniales, et nous restons engagés à soutenir les efforts visant à remédier aux préjudices historiques et actuels. La rencontre d'aujourd'hui se manifeste à un moment particulièrement significatif, un moment important pour nous ici en Ontario. L'année 2025 marque notre 50e anniversaire, étape importante qui invite à la fois à la réflexion sur 5 décennies au service de la population de l'Ontario. Depuis 1975, notre bureau a traité plus d'1 million de plaintes individuelles, des centaines d'enquêtes et a émis plus de 1300 recommandations. Grâce à ce travail, nous avons aidé les organismes du secteur public à améliorer leurs services, réduire les obstacles et faire des changements qui ont été bénéfiques à des millions de personnes. Je sais que je prêche à la chorale en disant cela, mais le député, en fait, est un démocrate vital, est une institution vitale, donc qui promeut le secteur, la transparence et une administration saine de la justice. Le juge en chef de l'Ontario nous l'a rappelé récemment, Lamouine, l'institution de l'Ombudsman renforce la règle de droit. Lors d'une réception à notre bureau, donc pour le 50e anniversaire, le chef en juge Michelle Tulloch a déclaré que l'état de droit n'est pas respecté par les tribunaux uniquement. Elle réside dans la manière dont un commentaire est fait, comment une plainte est traitée, comment le pouvoir discrétionnaire est exercé, et donc quelles sont les raisons qui sont données et ce genre de choses. Donc comment les erreurs sont corrigées. Et donc le médiateur renforce l'état de droit au-delà des tribunaux en veillant à ce que le pouvoir public soit exercé équitablement, avec transparence et retenue. La rencontre d'aujourd'hui va explorer les défis auxquels nos bureaux sont confrontés et les moyens de les surmonter, continuer à poursuivre notre importante contribution à la société. J'espère que le programme que nous avons mis en place va susciter des moments stimulants, des discussions importantes pour promouvoir le rôle, l'équité procédurale, la protection des droits et comment nous répondons aux exigences en ces temps complexes, comment les citoyens continuent à avoir le mécanisme en fait en place. J'ai le plaisir de vous présenter notre modératrice, présidente de l'institution de l'Ombudsman pour la ville de Montréal et une voix de premier plan dans la communauté, une avocate agréée, médiatrice agréée, une praticienne chevronnée avec plus de 25 ans d'expérience. Nadine Mayou a servi dans certaines des plus grandes institutions publiques complexes, notamment le réseau de la santé de Montréal et en tant que bureau du préfet de la ville de Laval. Elle est éducatrice dévouée, co-directrice des enseignements dans plusieurs formations d'ombudsman et je suis très heureux de l'appeler mon amie. Nadine est très honorée d'être avec nous. Nous sommes honorés de vous avoir avec vous et donc merci de présenter notre premier intervenant. Merci tout le monde. Profitez de votre symposium. Bonjour tout le monde, merci pour cette chaleureuse présentation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, cet après-midi, en ce que je considère vraiment une rencontre d'amis et de précieux collègues de partout au Canada et du globe. Prendre quelques heures pour ne pas se contenter seulement de participer à la discussion, mais de marquer également les points importants. Le 50e anniversaire d'un fleuron bureau principal au Canada, l'esprit de clocher et son détenteur actuel, mon ami, l'a mis de côté. Et je veux prendre une minute pour souligner que Paul donc a parlé de son influence, le statut et le dévouement seront sans aucun doute une empreinte indélébile et un héritage qui perdurera. Je prends donc cette opportunité pour le remercier officiellement et pour exprimer combien cette approche a été bénéfique à notre profession. Votre perspective réfléchie et délibérée sur une intervention cohérente n'a d'égal que celle de la générosité dont vous continuez à faire preuve envers notre communauté.
Revenons donc à la Terre. Avant que nous arrivions, j'ai commencé quelques instructions que nous devons garder à l'esprit. Toutes les présentations seront présentées en anglais et vous aurez l'introduction la traduction en français. Vous allez écouter de deux panels d'intervenants aujourd'hui. Dans l'intérêt du temps, les questions et discussions seront laissées à la fin de chaque panel. Vous pouvez soumettre vos questions aux panélistes à tout moment en cliquant sur le bouton questions-réponses en haut à droite de votre écran. Également, pour donner à nos intervenants autant de temps que possible, je vous invite à consulter leur biographie. Vous avez reçu les liens. Je garderai alors les introductions brèves. Enfin, juste un petit mot pour vous informer que j'ai un rhume aujourd'hui, donc ma voix est légèrement tremblante à cause de la congestion. Je vous remercie pour votre compréhension. Pour débuter aujourd'hui, voici un autre ami, Sir Rob Barron, qui est l'ancien parlementaire britannique et responsable de la santé, Service Ombudsman, comme certains d'entre vous le savent. Bien sûr, vous le savez, il nous fournira quelques remarques introductives. Rob a écrit largement sur le rôle et l'importance de l'Ombudsman, son expérience et sa perspective globale, mais aussi son intelligence vive et son esprit typiquement britannique le caractérisent. Le candidat idéal pour nous lancer aujourd'hui. Merci Rob d'être là. La parole est à vous. Merci beaucoup pour cette introduction généreuse. Salutations de Londres, froid, humide et venteux. J'espère que vous pouvez m'entendre malgré la pluie. Je suis reconnaissant de cette invitation à prendre la parole à la célébration du 50e anniversaire devant un groupe d'orateurs aussi illustres et des participants pas les moindres. L'une des choses les plus importantes dont nous avons besoin, ce qu'il faut faire, c'est se parler à propos des difficultés d'une profession solitaire. Donc, il s'agit ici d'une merveilleuse opportunité de le faire. En tant qu'ancien médiateur national et en tant qu'ancien membre du Conseil mondial de l'Institut international de médiation, je peux témoigner de la très grande haute estime que le bureau de l'Ombudsman de l'Ontario se trouve dans mon pays et partout dans le monde. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, comme Nadine l'a déjà indiqué, à cause du respect et de l'affection que Paul Dubé tient de tous les collègues ombudsman. Paul est un médiateur exemplaire, tranchant, stratégique, collégial, généreux et axé sur l'intérêt de sa propre organisation, son personnel et surtout les personnes qui utilisent vos services. Paul a perpétué la belle tradition de ses Canadiens intègres de collègues dans la mise au point sur certains points essentiels que certains d'entre vous ont remarqué. L'une des questions clés est celle du professionnalisme de développement et venant au Canada à de nombreuses occasions, c'est une excellente opportunité de se ressourcer et d'apprendre d'une manière qui ne se produit pas dans plusieurs autres pays. Également l'importance des droits de l'homme et l'égalité linguistique dans laquelle vous avez ouvert la voie et la plus grande responsabilité d'un leader sur laquelle je voudrais qu'on revienne ensemble. Avec Jay Choke et la nouvelle présidente Nadine Mayou, Paul a apporté une contribution substantielle à la réponse décisive du OIE à l'invasion illégale, l'invasion de l'Ukraine, en plus de garantir l'intégrité et la principale caractéristique de l'IOI, titulaire de charges publiques. Il n'y a aucun but, en fait, que nous allions dire aux gens de bien se comporter si nous ne le faisons pas nous-mêmes. Nous vivons dans une époque sombre et dangereuse. Il n'y a pas d'âge d'or pour les médiateurs pour faire référence et pour aménager en fait des mesures. Donc, au cours des 50 prochaines années, nous devons ramener nos chers membres à l'indépendance, la transparence et à l'impartialité. C'est Nora Farrell qui, il y a longtemps, m'a initié à l'idée de
l'impartialité structurelle. L'idée est que les gens n'ont aucun intérêt des opinions communes et du même groupe démographique à se réunir pour se mettre d'accord et confirmer leurs préjudices. Et en face du nouveau contexte autoritaire politique, voici ce que c'est. C'est très important que nous soyons autocritiques et examinons les principes qui régissent notre fonctionnement. Nous avons tous besoin de la cohérence vivante des principes de Venise et de l'expert jugement de la Commission de Venise. J'espère que vous n'hésiterez pas à appeler ces institutions, comme j'ai dû le faire, à consolider votre autorité et à mener des menaces pour toute législation défavorable. Donc, à dire la vérité aux puissants exige de recourir à des alliés puissants lorsque cela s'avère nécessaire. En matière de principe de leadership, ce que signifie le nouvel autoritarisme, c'est que nous devons équilibrer notre stratégie, se concentrer en mettant davantage l'accent sur la granularité. Et nous pouvons faire preuve de compassion, d'empathie et même de notre indignation. Lors de mon entrevue à la télévision à propos d'une affaire où un jeune homme est décédé à l'hôpital devant 19 cas de défaillance de service et de mauvaise administration et la falsification délibérée de son dossier médical après son décès, la personne en entrevue m'a dit « Vous êtes très en colère, n'est-ce pas? On ne voit pas beaucoup de cela parmi les fonctionnaires. » Et je me suis demandé si je devais regretter et m'excuser ou penser que c'était la bonne disposition à avoir. Et j'ai conclu que parfois la colère est un comportement naturel et acceptable, où l'alternative est une indifférence totale à l'injustice. En tout cas, grâce à la granularité, nous pouvons continuer à raconter des histoires où notre intervention a permis de changer ou sauver des vies. C'est toujours le cas et cela a été démontré au cours de l'enquête de recherche de l'IOI pendant la COVID. La plupart des gens à travers le monde ne comprennent pas encore ce qu'un ombudsman ou médiateur fait et quel potentiel nous avons pour changer des vies. Raconter des histoires est un moyen essentiel d'imprimer ce que nous faisons dans le cœur des gens de manière transparente. Enfin, dans le contexte de la croissance autoritarianisme, si nous devons nous concentrer sur la collégialité et la résilience dans tout ce que nous devons plutôt nous concentrer là-dessus, sur ce que nous faisons. La collégialité pour continuer à soutenir nos collègues menacés partout dans le monde, ainsi qu'en Amérique du Nord, et la résilience, car parfois, les victoires lentes sont encore plus importantes que des vents rapides. Et le cycle politique exige de la patience, de la détermination et de la finesse politique avec un petit p. Et nous devons nous en souvenir. Les cultures administratives en mutation, cela parfois prend des décennies et non des semaines ou des d'années. Nous devons nous en souvenir. Il y aura des magnifiques collègues. Donc, suivez-nous et tenez la flamme pour la justice et l'équité quand nous avons terminé. Donc, j'ai hâte d'écouter et d'apprendre et je vous souhaite bonne chance dans les difficultés à venir. Merci beaucoup. Merci Rob d'être là aujourd'hui et je ne saurais pas mieux dire. Ne soyez jamais indifférent. Continuez à être en colère de temps en temps. Continuez à vous surprendre de temps en temps, à questionner les choses. C'est très rafraîchissant à entendre. Nous allons maintenant procéder pour notre premier panel d'intervenants intitulé Problèmes liés au traitement des plaintes. Ce panel réunit 4 de nos invités de marque. Ils aborderont différents sujets comme la communication, la technologie, la gestion du personnel et l'efficacité. Tout d'abord, parlant de la proactivité de la communication et la gestion des attentes. C'est David Paradiso, député et orateur pour la province canadienne de Colombie-Britannique. David a plus de 35 ans d'années d'expérience en matière de supervision et d'enquête.
excusez-moi, il a traité, pardon, des réclamations dans différents sujets du secteur public, comme les services correctionnels, les politiques publiques, le maintien de l'ordre et les avantages sociaux. Sur un plan plus personnel, il incarne à merveille le calme, une excellente puissance qui définit les meilleurs dans notre profession. Il siège également sur le forum du Conseil canadien des ombudsmen. Merci d'être là aujourd'hui, David. La parole est à vous. Merci pour votre aimable présentation, Nadine. Bonjour du bureau de Colombie-Britannique. C'est important pour moi de reconnaître que je parle aujourd'hui depuis nos bureaux situés à la ville que nous, les colons, appelons Victoria. En fait, elle est située sur le territoire traditionnel des Ngangan, les peuples, les Ekisma et les Songfers, Premières Nations. Je reconnais, en fait, je fais cette déclaration pour engager mon exercice personnel à la réconciliation. C'est avec humilité que je fais ces remarques sur le même panel que celles des médiateurs canadiens accomplis pour lesquels j'ai la plus grande haute estime. Je suis profondément reconnaissant à Paul Dubé de m'avoir fait cet honneur et pour le privilège de participer à ce symposium commémorant le 50e anniversaire du bureau. Merci. Je me souviens qu'en 1989, il y a 36 ans, assis dans un auditorium dans mon école de droit, écoutant avec étonnement une adresse d'un ancien ombudsman d'Ontario, je crois que nous avons tous eu ce même moment d'étonnement où nous avons appris qu'il existait une organisation qui serait à l'écoute des plaintes concernant la prestation des services publics et qui les enquêterait dans le but ultime d'améliorer en fait la prestation de ces services. J'étais ravie d'être sélectionnée par la suite pour rivaliser, pour terminer mes articles dans le service juridique de l'Ombudsman de l'Ontario et je n'ai jamais regretté ce choix. Vous pouvez voir, d'après le titre de ma présentation, que je vais vous parler un peu de ce que j'ai appris à être proactive dans les plaintes dans ce travail. Sur la prochaine diapo, il y a une question légitime. Pourquoi? Il y a certainement rien de mal à être réactif. Ceci dit, j'ai constaté que les avantages d'une approche proactive parmi plusieurs de ces principes amènent une efficacité primordiale. Lorsque votre bureau prend le contrôle du dialogue, cela réduit le délai dans les attentes que ces questions posent. Plutôt que d'avoir à répondre à une variété de différentes questions qui pourraient arriver, il arrive à un plaignant de se produire à différents moments. Une communication proactive fournit des réponses aux questions les plus courantes, poser des questions avant même que le plaignant ne le fasse. Donc, au lieu de deviner les informations que tout spécifique que le plaignant pourrait avoir besoin, dans certains cas, la communication proactive amène à savoir ce dont il pourrait avoir besoin dès le début. Donc, si plus tard nous fournissons une explication en se référant au message initial, parfois cela leur permet de se concentrer sur le travail. Donc, je ne sais pas si cette diapo est apparue, mais si vous pouvez la déplacer, ce serait vraiment quelques points forts à retenir. Et donc, cela nous amène au deuxième point majeur. Ça instaure la confiance. En expliquant autant que possible et le plus tôt possible, nous évitons la plainte par la suite, qu'elle soit prise par surprise. Nous démontrons une raison et une cohérence, deux éléments essentiels pour instaurer la confiance. La confiance s'établit mieux pendant la période au début, en fait, quand nous écoutons, nous recueillons les informations et nous demeurons impartiaux. Si nous n'avons pas établi de confiance dans ces circonstances, il est peu probable qu'un plaignant nous fasse confiance par la suite. Excusez-moi. Alors, en fin de compte, la communication proactive met notre personnel aux commandes. En indiquant aux plaignants quelles informations sont exigées d'eux, nous contrôlons les informations et le flux de ces informations. Nous créons un environnement isolé de l'espace pour mener nos enquêtes. Une communication claire et précoce élimine tout mystère, ce qui réduit l'anxiété et réduit les risques de troubles émotionnels qu'ils escaladent en fait. Le personnel est plus efficace, moins sujet à de nombreuses questions inopportunes et moins vulnérable aux critiques injustes de la part des plaignants. Sur la diapo suivante, j'aborderai les méthodes utilisées. Je les considère sous trois activités distinctes. Pour communiquer, s'engager, s'efforcer d'être le premier à prendre contact après réception de la plainte. Cette reconnaissance montre un respect pour la personne qui apporte la plainte et cela démontre notre appréciation pour leurs efforts.
Nous n'avons pas besoin que ça soit compliqué, un simple bref message d'un humain à un autre pour reconnaître et établir un rapport. Il s'agit d'une opportunité idéale pour déterminer l'urgence de la situation. J'ai vu des automatisations instantanées, confirmation de réception incorporées dans les systèmes de bureau, ce qui est très bien. Cependant, c'est mieux suivi d'un autre message d'un membre du personnel qui peut compléter et confirmer l'accusé de réception automatique en étant simplement un être humain comme moyen pour ce message. La prochaine étape consiste à éduquer les plaignants au sujet du rôle du bureau, l'étendue de son mandat, et ses mécanismes opérationnels. Ce besoin n'est pas nécessaire de faire en même temps que l'engagement précoce, mais cela pourrait certainement suivre le même courant si le temps le permet. Plus important, il s'agit en fait du moment idéal pour définir les attentes concernant votre bureau et celui du plaignant. Si vous avez une déclaration en fait d'ensemble concernant la langue et le comportement respectueux, c'est le temps de l'élaborer, de le mentionner clairement. C'est à ce moment-là que les limites du bureau, les pouvoirs doivent être précisés. C'est à ce moment-là que nous devons décrire le processus de notre travail, quelles sont les exigences envers le plaignant et comment ils peuvent nous aider. C'est aussi le moment de clarifier les prochaines étapes et toute information opportune que nous pouvons partager avec les plaignants. Alors que les nouvelles questions se posent, nous devons nous assurer que nous maintenons les mêmes informations du début à la fin. Une fois que notre travail est entrepris, nous devons nous rappeler les normes nous-mêmes. Nous devons définir et veiller à ce que nous les rencontrons nous-mêmes. Si les échéanciers changent dans le cours d'une enquête, comme cela peut arriver, nous devons nous rappeler de prendre l'initiative et de le communiquer de manière proactive et, si possible, fournir les informations et les raisons. Un plaignant se sentira authentiquement honoré si nous les conservons, si nous les gardons informés au lieu de rester silencieux, ce qui leur donnera l'impression qu'ils ont été oubliés. La prochaine diapo résume cela comme suit. La cadence. Réfléchissez à vos propres processus en répondant aux questions suivantes. Je les répéterai sans cesse. Donc, le résumé est simplement communiquer tôt, communiquer souvent, communiquer de manière consistante. Soyez le premier à prendre contact. Quelle est votre fenêtre d'accusé de réception de votre bureau? Donc, quels jalons? Donc, quelles étapes clés, en fait, quelles sont les étapes clés auxquelles le plaignant peut s'attendre dans les mises à jour au stade du triage, au stade de demande et d'examen des dossiers? L'analyse a commencé ou également sur le résultat, mais considérer ces étapes importantes et envisager de les définir en s'efforçant de faire en sorte que le plaignant soit conscient alors que les étapes se déroulent et définir des messages standards. Avez-vous des modèles et des standards que vous utilisez? Alors, qui fait quoi? Qui est responsable de quelle composante? Ma prochaine diapo propose que tout le monde soit impliqué. Je commencerai par les communications et la sensibilisation. Lors de la phase charbonnière, l'exploitation, les plaintes du grand public. Donc, qu'il s'agisse du contenu par les équipes de communication dévouées à cela ou par le personnel de première ligne. Également, faire les présentations aux parties prenantes et les groupes communautaires ou par le chef de l'organisation qui accorde des entretiens aux médias. Nous prenons tous une certaine mesure pour sensibiliser le grand public. Voici donc où l'éducation publique doit intervenir et trouver un équilibre entre engager l'intérêt et établir le cadre réaliste des attentes. Les efforts doivent être faits dans un langage clair et accessible et indiquer clairement ce que l'organisation fait. Ceux d'entre nous qui ont la chance d'avoir une unité de sensibilisation dédiée disposeront d'un cycle régulier de réunions avec des organisations et des services communautaires comme des cliniques juridiques, l'installation des immigrants, l'aide aux personnes handicapées, les logements défenseurs et autochtones, partenaires communautaires, etc. Ces descriptifs sont utiles pour détailler les nuances du champ d'action de notre bureau, partager les voies d'orientation alternatives, et également amener les questions non juridictionnelles, qu'elles soient dirigées et arriver au bon endroit sans frustration. Cela peut également contribuer à procurer une sensation de chaleur
un processus de transfert approprié, donc une sensation chaleureuse. Les dossiers nous parviennent rapidement. C'est essentiellement un processus de triage proactif où est-ce que les dossiers sont détournés aux bonnes personnes. En ce qui concerne l'apport, j'aime reconnaître les enquêtes, le recrutement comme visage de l'organisation. Toute personne qui contacte notre bureau, si leur plainte fait l'objet d'une enquête ou pas, le premier traitement consiste en une prise en charge. Des études montrent que la détermination de la part d'une autre personne, la fiabilité se construit au sein même des premiers instants de leur rencontre. Peu importe l'efficacité de la communication, peu importe aussi merveilleuse que nos efforts de sensibilisation soient, c'est l'impression que le plaignant va se faire dès l'apport qui reste avec eux et qui détermine s'ils nous recontacteront à l'avenir ou s'ils nous recommanderont à leur connaissance. Là, donc, cette prise en charge établit le ton pour la relation. Parmi les nombreuses étapes, la prise en charge par le personnel d'accueil, ils écoutent, orientent attentivement la conversation, décrivent le processus et sans surprise définissent les attentes. Pour que notre bureau soit perçu comme crédible, cette prise en charge doit renforcer le message déjà rendu public. Si la cohérence des messages provenant du grand public envers le plaignant doit être accrue, il faut que ce soit le cas. Donc, que ce soit suivi, en fait, de parler des fonctions de l'organisation. Pour maintenir une cohérence dans les messages, cela doit être fait au niveau de la livraison. Tout le monde doit être sur la même page, donc parler le même langage et appliquer les mêmes normes. Cela est assisté par un cadre politique qui comprend les normes du service écrit et qui décrit les parcours progressifs de révision. C'est un bon médicament que nous prévoyons régulièrement, nous prescrivons régulièrement à nos organismes et supervisions. Les politiques publiques garantissent des processus équitables. Ils doivent être soigneusement développés en interne, bien compris, appliqués de manière constante et régulièrement mis à jour. Que nous ayons un système dévoué, donc un système pour collecter et gérer l'intégrité de nos enquêtes et l'influence de nos recommandations sont fondées sur des processus transparents et cohérents. Les présenter de manière claire et accessible est au cœur d'une démarche proactive efficace. Ma dernière diapositive expliquera comment je gère les attentes. Alors, il faut les connaître, il faut les lire, il faut les dire. Écrivez-les, racontez-les, réécrivez-les. À chaque occasion, répétez et renforcez. Excusez-moi, je l'ai dit d'emblée, je le répète à des occasions d'étapes importantes. Ce sont des occasions d'étapes importantes. Dans mon rôle de député, j'ai la responsabilité d'examiner les plaintes. Beaucoup de ces plaintes, au moment où elles arrivent, à mon avis, ont déjà été examinées plusieurs fois. En parlant avec les plaignants dont j'admire la ténacité, je suis à l'écoute des indices qui expliquent pourquoi. Ils persistent. J'apprends souvent ce à quoi ils s'attendent et ce que nous ne pouvons pas leur fournir. Il s'agit d'une question, par exemple, de déraisonnabilité. Les attentes de la part des plaignants invariablement se retirent après qu'ils m'aient entendu tenir les mêmes normes établies par mon bureau. Permettez-moi de partager un dernier conseil, en fait, pour une communication proactive. Il arrive que le processus d'une enquête soit retardé par un nombre quelconque de raisons légitimes. C'est à ces moments-là que je recommande fortement de prendre le temps pour contacter le plaignant, les informer du retard et de sa cause dès que possible. C'est beaucoup trop facile de passer outre en pensant que ce n'est que le résultat qui les intéresse et qu'un délai bref sera oublié avec un final positif, avec une conclusion positive. Cependant, ne sous-estimez pas la confiance que le plaignant vous accorde. S'accrocher à un engagement à respecter des étapes clés spécifiques. Vous gagnerez en respect de quiconque reçoit de vos nouvelles à propos du retard sans qu'ils aient à le faire. Se demander ce qui s'est passé et devoir vous appeler plutôt que pour vous de donner des explications. Donc, ils soupçonneront toujours d'être dans un processus d'excuses inventé. En fin de compte, donc, soyons proactifs. La communication est claire, moins il y a de surprises et mieux le résultat est. Merci. Je répondrai à vos questions à la fin de la table ronde. Merci beaucoup, David, pour cette présentation perspicace, directe et communiquer adéquatement d'une façon transparente. C'est toujours payant.
Il est certain que c'est quelque chose qui devrait définir nos interventions et nous devons montrer la voie. Nous allons maintenant nous allons nous concentrer sur la technologie. Jean-Marc Nantais de Poste Canada s'exprimera sur la promesse de la technologie dans l'évolution des plaintes. Jean-Marc a travaillé pour Poste Canada comme ombudsman depuis 2018 au profit de nos participants internationaux. Poste Canada est une société d'État qui fonctionne, qui est notre opérateur de poste principal au Canada. Jean-Marc possède des connaissances approfondies en matière de gestion du changement et de relations clients. Et la cerise sur le gâteau, il n'est pas là pour nous permettre de nous installer dans des habitudes faciles. Il remet en question les idées reçues, provoque des idées qui nous mordent et il nous fait sortir des sentiers battus. Alors, merci Jean-Marc. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Si on peut aller à la prochaine diapo, je vais parler de la technologie, mais plus important encore, comment nous essayons d'utiliser l'intelligence artificielle. J'espère que certaines de nos expériences, de nos cicatrices pourront être une source d'inspiration pour nous, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je vais faire de mon mieux. Si on peut aller à la prochaine diapo. Donc, tout le monde comprennent qui nous sommes. Nous sommes liés à une seule organisation. Plusieurs d'entre vous soutiennent des centaines d'organisations. Dans notre cas, c'est juste une. Nous avons 10 employés. Nous faisons environ 11 recommandations systémiques par année. Nous recevons 4000 appels, mais nous menons des enquêtes approfondies depuis 2004. Donc, cela donne une idée de ce que nous sommes plutôt petits en termes de bureau d'ombudsman. Alors, je vais être un peu opérationnel, je vais être un peu tactique parce que je pense qu'il faut que je vous y amène. Vous verrez ce que nous utilisons comme intelligence artificielle. Une fois qu'un client au Canada n'est pas satisfait de l'administration postale, ils appellent le service client. Alors, un client possède environ 600 différentes raisons, 600 types différents de plaintes lorsqu'ils ne sont pas contents. Nous, au bureau de l'Ombudsman, nous recevons des informations sur une centaine de ces choses. Donc, sur 600 raisons d'être contrarié par quelque chose, il y a environ une centaine qui se terminent généralement. Donc, nous devons être très, très bons pour gérer environ 100 différents types d'enquêtes. Donc, 100, c'est vraiment notre espace. Dans la prochaine diapo, donc, c'est facile pour nous de mener des entretiens avec les clients pour obtenir leur version des faits. C'est facile de passer un entretien à Poste Canada pour comprendre les faits. Donc, la difficulté pour nous, c'est la documentation, sur les politiques, procédures, ce qui réglemente Poste Canada. Donc, pour nous, c'est ça la problématique majeure. Si vous allez à la prochaine diapo, quand vous imprimez les politiques et procédures que nous avons, donc vous mettez le facteur, par exemple, d'enquête dans une décision, il y a environ 5000 pages. Et il n'y a pas un seul être humain qui puisse comprendre 5000 pages. C'est trop difficile. Nous avons donc décidé d'utiliser 2 différents types d'outils pour pouvoir nous aider à comprendre cette complexité. Le premier outil que nous utilisons, nous l'appelons un outil de connaissance. En gros, il s'agit d'un outil de connaissance. Je vais vous expliquer tout ça en détail parce que je veux arriver à la technologie. Donc, l'outil de connaissance, si on va à la prochaine diapo, pour chacune de ces 100 différents types d'enquêtes, nous avons créé une bibliothèque. C'est une bibliothèque d'environ 500 documents et c'est pour chacun de ces problèmes que nous avons tendance à obtenir en guise d'appel. Nous avons la liste de toutes les politiques pertinentes. Nous avons la liste de toutes les questions. Nos enquêteurs doivent interroger le client. Nous avons la liste de toutes les questions qui doivent être demandées à Poste Canada. Nous avons un exemple de décision finale
Dans certains cas, nous avons une liste d'experts dans l'entreprise que nous pouvons également interpeller. Donc, nous avons créé cette bibliothèque de documents pour que nous ne manquions jamais un battement. Et ce genre de guide, donc, qui nous amène à un plan d'enquête. Donc, Poste Canada a dû fournir ceci, et c'était tout à donc, Post Canada a suivi les procédures et les politiques. Donc, nous avons créé cette bibliothèque de documents pour chacune des 500 enquêtes, chacune de ces 100 enquêtes, et cela facilite la vie des enquêteurs. Donc, voilà, en fait, un des outils. Je n'entrerai pas plus en plus de détails, mais maintenant, je vais aller à la technologie. Alors, la prochaine. Alors, parfait. Nous avons donc décidé d'examiner l'intelligence artificielle. Et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers, il y a en réalité deux catégories. Donc, il y a plusieurs catégories, mais il y en a juste deux qui soient pertinentes. La première s'appelle l'intelligence artificielle générale. Ce sont des choses qu'on peut trouver sur Internet, comme par exemple ChatGPT, Gemini de Google, c'est comme Copilot de Microsoft. Donc, il y en a environ 3 ou 4 qui sont là, qui sont gratuits, qui sont des produits génériques. Généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils trouvent, ils résument, ils analysent. Ils ne prennent pas de décision, mais ils vous aident donc à passer des gros volumes à des plus petits volumes. C'est très utile pour nous et je vais vous montrer comment nous l'utilisons. Le deuxième qui est plus difficile s'appelle machine learning et c'est machine learning pour les entreprises. Donc il s'agit de toute une série d'outils d'intelligence artificielle, il y en a des centaines. Et vous les formez à fabriquer des décisions commerciales. Donc, l'élément général ne prend pas de décision, mais celles que vous formez prennent des décisions. Donc, il y a quelques années, nous avons commencé à travailler avec IBM Watson. Nous avons formé IBM Watson et maintenant, IBM Watson fait des décisions. Et donc, maintenant, celui sur lequel nous travaillons de Salesforce, ça s'appelle Einstein. Nous l'avons formé et il prend des décisions. Ces décisions doivent toujours être examinées par un humain parce que je ne pense pas qu'ils aient la maturité nécessaire, mais c'est un angle complètement différent. Une catégorie résume, récupère, trouve, analyse, l'autre est conçu pour prendre des décisions. Je vais donc maintenant vous expliquer comment nous l'utilisons. Prochaine diapo. Alors, le premier endroit où nous l'utilisons, c'est avec l'équipe d'accueil lorsqu'elle effectue le triage et les codages. Donc, la diapo est un peu étrange, mais suivez-moi, s'il vous plaît. Donc, nous allons essayer de ne pas forcer, mais de diriger autant que possible les clients au travers du web. Quand ils se plaignent par opposition, par exemple, au téléphone, nous leur facilitons vraiment la tâche. Ils se plaignent par Internet, ils écrivent leur propre histoire, ils mettent les détails qu'ils veulent, ils mettent en pièce jointe ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup de fichiers, de photos, de vidéos. Donc, c'est un environnement en ligne qui est très facile. Donc, une fois que les gens soumettent leurs plaintes, leurs appels en ligne, ça va automatiquement à un moteur d'intelligence artificielle qui a été formé. Donc, c'est ici machine learning. Donc, l'intelligence artificielle lit la plainte, la comprend, elle peut la résumer et elle peut la coder. Donc, j'imagine que toutes vos fonctions d'admission codent les cas qui arrivent parce que vous devez tous faire des rapports et le codage détermine probablement où est-ce que cela va être envoyé. Donc, ce premier outil d'intelligence artificielle lit, comprend les codes et peut également les résumer. Le tout est attaché à notre outil logiciel que nous utilisons pour la gestion des cas et le coût pour nous est de $0, zéro. Donc, il n'y a aucun coût. En fait, l'utilisation est gratuite. Si je vais à la prochaine diapo. Donc, l'autre outil que nous utilisons, c'est Copilot. Donc, il s'agit en fait d'un outil d'intelligence artificielle généraliste et fabriqué par Microsoft. Ce que nous faisons avec Copilot, nous fournissons à Copilot toutes les politiques et documents de Poste Canada, le tout dans un fichier PDF et ensuite nous le mettons ensemble et nous pouvons interroger l'outil.
Pouvez-vous me donner toutes les politiques d'assurance, les procédures à suivre quand ceci arrive? Pouvez-vous me fournir les politiques et procédures quand ceci arrive? Donc, non seulement notre outil de connaissance là, mais en interrogeant Copilote avec tous les documents et les politiques de Poste Canada, nous sommes capables d'en tirer encore plus, de tirer encore plus de détails précis sur les politiques et procédures. Nous utilisons donc Copilote pour nous aider en nous envoyant une montagne de documents et en ne retenant que ce qui est pertinent pour l'enquêteur chargé de l'enquête. Le coût pour nous est de $0, c'est gratuit. Si jamais certains d'entre vous sont intéressés à regarder à cela, si vous traitez avec des organisations qui ont beaucoup de documents, il faut vous demander si c'est ChatGPT ou Copilot ou toute autre personne, Gemini, vous devez demander à être fermé. Donc verrouillé, en fait, ça signifie que peu importe les documents que vous mettez ne fera pas partie de la mémoire générale. Vous ne voulez pas en fait que des documents internes soient partagés ailleurs ou qu'ils deviennent une partie du cerveau plus large de l'outil d'intelligence artificielle. Donc il y a un concept qui s'appelle blocage, ce qui signifie que c'est seulement utilisé dans les départements de votre organisation. Donc si vous allez à la prochaine diapo, donc il s'agit de l'étape suivante. C'est ici que je voudrais qu'on aille. Mon état idéal, c'est donc celui où j'ai un autre outil, intelligence artificielle formé. Donc c'est une machine d'apprentissage et quand un appel entre en jeu, il est formé par un outil. Cet appel est maintenant examiné avec tous les moyens de bord, donc les documents de politique. La deuxième étape consiste à effectuer une recherche. Tous les outils de gestion de connaissances sont enlevés et il crée pour chaque enquêteur un ensemble de séries de documents pertinents. Tous les outils de connaissances, toutes les analyses, les politiques, cela apporte tout sur le bureau de l'enquêteur et en littéralement moins d'une seconde pour chaque enquête. Nous ne laisserons jamais un outil d'intelligence artificielle faire une décision. Je pense pas que ce soit à ce niveau-là, mais définitivement, cela contribue et permet de gagner un temps incroyable. L'enquête est menée, l'enquêteur vérifie le travail. C'est fabuleux pour nous pour obtenir des choses rapidement et trouver des choses que nous n'aurions jamais trouvées manuellement en examinant les documents. Donc, nous avons un à l'admission, un pour la recherche de politique. Voici où j'aimerais aller par la suite. Si vous regardez à la prochaine diapo, donc la dernière. Donc, l'autre endroit où nous l'utilisons, et j'assume que tous, probablement, vous êtes à cette étape, mais juste au cas où. Donc, l'outil générique d'intelligence artificielle, ChatGPT, Gemini ou Copilot, ils sont incroyables si vous voulez simplement prendre une décision commerciale. Donc, oubliez Ombudsman, nous l'utilisons. Si vous êtes, par exemple, chef d'équipe, en tant que chef d'équipe, j'ai des personnes sous ma responsabilité. Mon directeur a des gens sous ses ordres. Donc, toute l'équipe, c'est également un outil fabuleux. Par exemple, vous pouvez demander à mon employé qui est en difficulté au bureau, la qualité n'est pas là, le temps n'est pas là, comment devrais-je aborder le problème? L'entrée que vous allez prendre, donc ce que vous allez recevoir, c'est vraiment impressionnant. Par exemple, je dois faire un plan stratégique, qu'est-ce que je devrais inclure, quelles sont les étapes? Vous obtenez d'excellents résultats, un atout précieux pour un leader. Donc, il y a des conflits interpersonnels avec des personnes de mon entourage, ça ne fonctionne pas bien. Comment, en tant que chef d'entreprise, devrait-il s'adresser à moi? Comment devrais-je adresser la situation? Quelqu'un dans mon bureau continue à travailler tard, il travaille sur les week-ends, je ne sais pas ce qui se passe. En tant que chef d'équipe, comment devrais-je aborder la question? Et vous avez vraiment des réponses très aiguisées, très intéressantes. Nous utilisons donc l'intelligence artificielle en tant que dans notre quotidien, pas juste pour des trucs concernant l'ombudsman. Je vais m'arrêter ici. Je voulais simplement vous donner un peu un sens des différentes choses que nous explorons. Nous touchons l'intelligence artificielle à 2-3 endroits, donc de manière différente. Donc, je vais m'arrêter et revenir pour la discussion.
Merci beaucoup, Jean-Marc, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. En fait, c'est très super présent maintenant dans notre réalité quotidienne et c'est très pertinent. Merci d'avoir partagé votre point de vue sur le sujet. Je suis sûre que mes collègues avec des bureaux plus petits, des équipes plus petites ou des ombudsmen indépendants trouveront beaucoup d'intérêt à tout ceci. Merci infiniment. Notre troisième panéliste est Craig Thompson, donc l'ombudsman de l'Ontario. Excusez-moi. Craig a plus de 40 ans d'expérience en matière de leadership à travers le secteur public et privé dans la santé, communication et l'ingénierie. Dans son rôle, Craig est responsable du traitement des plaintes concernant les expériences avec le Bureau de l'Ontario, les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée et les chirurgies communautaires, les centres de diagnostic également. Craig a été vice-président du FCO jusqu'en juin dernier et laissez-moi vous assurer que ceci, dans son esprit d'ingénieur, le tout combiné à son intelligence émotionnelle, lui le permettent, d'être véritablement d'avoir une combinaison extraordinaire. Il est précieux pour notre communauté et en tant que président du FCO, je parle de moi-même. Nous sommes heureux de l'accueillir aujourd'hui à discuter des comportements difficiles en matière de plainte et donner aux équipes les moyens d'agir. Craig, bienvenue. Merci Nadine. Alors, c'est un plaisir de vous rejoindre depuis Toronto, donc des territoires traditionnels comme mon collègue Paul Dubé l'a mentionné. C'est également un privilège de contester le service d'équité, le statu quo et la poursuite de la réconciliation avec nos peuples autochtones ici au Canada. Alors, je suis très heureux de vous parler de quelque chose qui est très important à nous tous dans le monde de l'ombuds, le problème lié aux plaintes, donc de manutention, en particulier autour des plaintes, donc de responsabilisation des équipes. Et je voulais aborder ce problème, en fait, à travers deux lentilles, en vous disant un petit mot sur ce que cela signifie pour nos bureaux et comment nos idées informent sur la manière dont nous procédons. Mais avant, je voulais juste donner un peu de contexte pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, ce que le bureau du patient, l'ombuds, ce qu'il fait. Nous sommes donc l'ombuds pour les soins de santé en Ontario. Donc, le Canada est la province la plus peuplée du Canada avec plus de 16 millions de personnes, ce qui représente 40% de la population entière du pays. C'est la deuxième plus grande province en superficie, plus d'1 million de kilomètres carrés. Donc, une vaste province. Les soins de santé sont financés par l'État et en Ontario, cela représente environ 40% du budget provincial. Donc, on parle d'environ 91 milliards de dollars dépensés chaque année en soins de santé en Ontario. Donc, comme Nadine l'a mentionné dans l'introduction, nous avons en fait la surveillance des hôpitaux, les soins de longue durée, les centres chirurgicaux, les diagnostics, ce qui représente plusieurs milliers d'organisations qui fournissent des soins de santé en Ontario. Nous recevons également environ 5000 plaintes par année et ce chiffre a augmenté d'une année à l'autre, généralement à 2 chiffres et nous venons de terminer 6 interventions systémiques. Des enquêtes cette année, nous sommes sur le point de terminer une 26e. Cela nous donne un petit aperçu du goût, donc des sujets que je vais aborder. Alors, pensant à des meilleures pratiques, en y réfléchissant, ce qui est un concept très répandu. Je connais bien le milieu de la santé, donc parfois les gens réfèrent à des meilleures pratiques, mais j'aime l'idée de meilleures pratiques parce qu'une pratique, il faut vraiment qu'elle soit localisée pour l'organisation et qu'elle soit mise dans un cadre individuel. Nous parlons de meilleures pratiques autour de la gestion, de gérer les plaintes, les comportements de plainte. Il y a 2 points de vue que je voudrais aborder. Le premier concerne la gestion de ce dont nous sommes en train de parler, ce qui est les conduites déraisonnables. Et la deuxième, c'est le scénario de gérer une plainte de personnes qui souffrent de troubles mentaux, de crise sanitaire. Parce que nous sommes des médiateurs de santé, nous pouvons obtenir plus, ou des plaignants qui subissent par exemple des pertes de mémoire, ce genre de comportement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de ce que les autres ont expérimenté sur l'ensemble du territoire dans leur pratique d'ombuds. Donc, quand on parle de gérer les comportements déraisonnables, je pense que c'est une façon importante de penser à ce sujet. Ce n'est pas la
le plaignant, en fait, à qui nous sommes en train de parler, nous parlons à la conduite réelle, à la conduite de l'individu. Donc, ce n'est pas seulement le plaignant. Donc, je peux également attester de certaines organisations et les personnes avec lesquelles nous traitons aux côtés de l'organisation. Il y a des similitudes. C'est juste que la conduite est déraisonnable, dont nous parlons de cela. J'aimerais faire un petit coucou au bureau de représentants du ministère de la Santé et des Affaires municipales en Ontario, parce que la formation qu'ils nous fournissent, pas seulement à mon organisation, mais à plusieurs organisations ici au Canada, et cette formation est véritablement le fondement sur lequel nous avons pu évoluer dans nos pratiques en matière de gestion de conduite déraisonnable. Il y a quelques points que je souhaite aborder et c'est vraiment de ça que je souhaite parler. La première, c'est à quel point il est important de définir et reconnaître ce qui est une conduite déraisonnable. Être capable de nommer cela, c'est vraiment important parce que c'est le déclencheur qui nous permet de reconnaître que vous êtes maintenant dans une situation différente où vous devez réagir à des comportements qui obligent à adapter nos processus afin de poursuivre et les travaux de résolution ou d'enquête et ne pas être distrait par des conduites déraisonnables. Donc, pour pouvoir le faire, c'est très important et c'est un aspect important de la formation que nous fournissons à toute notre organisation autour de définir qu'est-ce qui représente une conduite déraisonnable. Mais où est-ce que cela commence à développer ces structures? Et nous regardons à comment, par exemple, amener des stratégies. Nous avons plusieurs façons. L'une d'elles, c'est d'avoir une réponse cohérente. Donc, notre mot-clé, c'est d'être consistant dans les services en termes de comment nous approchons particulièrement les personnes avec des conduites déraisonnables. Et en développant ces structures, ces cadres de pratique, en se basant sur les stratégies et la formation que nous avons des organismes, nous l'adaptons ensuite à notre expérience vécue ici en Ontario. Nous répondons d'une manière qui est authentique pour que ce bureau fonctionne. Donc, ces structures nous permettent donc d'activer les stratégies qui nous permettent par la suite de pouvoir aller de l'avant avec la plainte, avec le plaignant. Et cela peut être fait peut avoir plusieurs manifestations différentes, même du point de vue de comment nous posons des questions, donc comment nous accompagnons les gens dans tout le processus et où est-ce que nous rechercherions des moyens de modifier ou de désamorcer. Il s'agit donc de tous les aspects de la création de structures, des stratégies. Donc, c'est notre boîte à outils. C'est également important d'avoir des places dans notre organisation, dans une organisation comme la nôtre, pour accueillir de nouveaux individus à l'intérieur de l'organisation à partir d'un point de vue de formation. Parce que tout le monde, je pense, à partir de mon rôle jusqu'au bout, à tous les différents départements, nous devons pouvoir comprendre ce que nous entendons par conduite raisonnable et déraisonnable. Et donc, certains comportements que nous ne tolérerons pas à certains endroits et nous voulons répondre de la manière appropriée. Et nous le faisons parce que ces raisons protègent l'équité, la sécurité et le maintien des ressources. Donc, protéger l'équité, donc fondamentale. Nous sommes des ombuds, nous sommes dans le domaine de l'équité. Nous voulons nous assurer que les gens dans nos bureaux sont traités équitablement, qu'ils ont le sentiment d'être traités équitablement, même s'ils font preuve de comportement déraisonnable. Et même dans ces cas-là, nous voulons nous assurer qu'ils ont l'impression qu'ils sont toujours traités de manière équitable. La sécurité est essentielle, la sécurité pour notre personnel, la sécurité pour le plaignant. Nous voulons nous assurer que les personnes dans des circonstances individuelles sont reconnues afin que nous puissions idéalement fournir le service qui soit approprié, mais reconnaissant que quand on a affaire à des plaintes impliquant des actes déraisonnables, cela prend plus d'énergie. Ça demande plus de force pour pouvoir continuer à travailler à travers ces plaintes. Mais nous voulons nous assurer également que les gens sont en sécurité et nous voulons maintenir l'accès. Jamais nous voulons fermer la porte, même quand quelqu'un fait preuve d'une conduite déraisonnable. Nous cherchons à utiliser nos stratégies pour créer une opportunité
pour poursuivre la conversation à un autre moment ou quand la personne est dans une meilleure situation pour pouvoir travailler avec nous. Donc, afin de maintenir l'accès du point de vue de l'équité, c'est vraiment important. Et donc, ce sont là les 3 points que je pense que ce que nous faisons pour gérer les comportements déraisonnables sont vraiment importants. En ce qui concerne le scénario, lorsqu'un plaignant subit une situation de crise de santé mentale, nous voulons également nous assurer que nous traitons cela d'une manière cohérente à travers tout le tableau. Et je vais aborder quelques points qui nous permettent de le faire. C'est vraiment important dans ces scénarios de prioriser la sécurité, reconnaissant que lorsque quelqu'un souffre de problèmes de santé mentale, cela pourrait être quelqu'un en danger imminent et nous devons être capables de le reconnaître rapidement. Et le bien-être de cet individu, donc, exige que nous évaluions immédiatement les risques et que nous reconnaissions aussi rapidement que possible pour fournir le service approprié à cet individu. Le risque immédiat, donc la reconnaissance est vraiment importante parce que cela nous permet de savoir que notre processus de résolution ou s'il s'agit d'une enquête, d'une entrevue pour que nous avons par exemple arrêté une enquête pour des buts particuliers et que le support qui doit être apporté à cet individu soit fait. Donc, les pièces d'identité sont très importantes. Nous parlons d'une expérience récemment. Nous avons dans notre bureau une formation auprès d'un centre de détresse local pour que nous faisons en fait des jeux de rôle. Nous avons vraiment pu perfectionner notre pratique grâce à ces capacités pour reconnaître les éléments déclencheurs, les déclarations et ce que les gens peuvent. Cela nous permet de réaliser que nous ne sommes plus dans une trajectoire habituelle, nous sommes dans une trajectoire différente pour trouver à cette personne une référence sûre ou une façon de maintenir leur sécurité. Donc, c'est vraiment ici un élément important sur lequel nous continuons à travailler, où nous sentons que le jeu de rôle est très important pour cela. Le deuxième point que je souhaite aborder, c'est de communiquer avec empathie et compassion. Cela fait vraiment partie intégrante de l'ensemble du travail que nous faisons. Encore plus lorsque nous traitons un plaignant qui peut traverser une crise de santé mentale. Donc, dans ces circonstances, la clarté de ce que nous disons est essentielle pour que nous puissions nous adapter aux besoins de la personne. Nous avons des idées claires sur la façon dont nous souhaiterons qu'une plainte soit traitée, notre processus. Mais lorsque nous avons affaire à une personne en situation de crise, cela essentiellement, ça amène des règles, des fenêtres où nous devons nous adapter. Et donc, en écoutant activement, donc avec nos techniques d'écoute active, nous identifions les besoins d'une personne, nous pouvons nous adapter. Et cela pourrait signifier que nous leur donnons des opportunités de peut-être veiller. Donc, nous leur donnons la position d'être dans un meilleur endroit, donc d'être en meilleure posture pour pouvoir nous amenons en fait un certain soutien pour les aider avec leurs besoins de santé mentale, mais en s'assurant que nous maintenons cette porte toujours ouverte, jamais la fermer, et s'assurer que nous nous adaptons aux besoins individuels des individus. Et enfin, toujours équilibré, donc trouver le bon équilibre, les droits à se plaindre et nos propres limites. Nous sommes dans le secteur des services, nous voulons toujours agir au mieux des intérêts du peuple. Donc, ceux qui viennent à nous, donc parfois viennent avec des scénarios très difficiles dans soins de santé, dont nous voulons faire, bien sûr, nous voulons être à l'écoute et nous voulons, comme l'a dit Rob, les histoires, c'est très important que nous traitons les choses correctement parce que c'est comme ça qu'on travaille. Donc, tout ceci en tenant compte que nous avons parfois affaire à quelqu'un qui traverse une crise de santé mentale. Nous devons comprendre les limites que nous avons en tant qu'ombuds, en tant qu'organisation, et savoir qu'à certains moments, notre processus peut s'arrêter. Et nous sommes maintenant en train de faire de notre mieux pour passer le relais ou transmettre à une autre organisation qui pourra mieux gérer le problème de santé mentale. Donc, la crise est en réalité un bon résultat parce que ça permet à quelqu'un d'arriver à un endroit où ils peuvent obtenir les soins dont ils ont besoin, mais également reconnaître que notre bureau sera toujours ouvert et qu'ils pourront y revenir quand ils se sentiront mieux dans une position de pouvoir nous aider
à arriver à un processus de résolution ou d'enquête. Donc voilà quelques-unes des réflexions que je voulais expliquer en termes d'objectifs, par rapport à notre bureau lorsqu'on parle de meilleures pratiques, donc, concernant la gestion des plaintes. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je vais parler un petit peu de ce que j'ai appelé en fait des pratiques professionnelles émergentes ou approches, peut-être parce qu'il y a ici des domaines dans lesquels notre bureau dépense du temps et de l'énergie à essayer de faire évoluer notre bureau pour adopter des approches qui parlent vraiment au changement dans la façon dont nous fournissons les services de médiation. Et certaines des choses que nous voyons donc dans les soins de santé, il y a beaucoup d'influence sur l'approche de notre travail parce que nous savons que les parties prenantes avec lesquelles nous traitons, il s'agit de leur zone de confort et dont nous voulons pouvoir honorer cela et apprendre d'eux également. Alors, nous apportons nos chapeaux d'ombudsman, mais nous sommes aussi des éponges en ce qui concerne ce qui fonctionne dans le secteur de la santé. Donc, il y a 2 points que je voudrais aborder, les traumas et l'amélioration des services et la qualité. Donc, j'espère que ce n'est pas un nouveau concept. Il s'agit de quelque chose dans le domaine de la santé qui a été introduit il y a plus de 10 ans. Et donc, dans le domaine des soins, tenant compte des traumatismes, notamment dans les addictions de toxicomanie, par exemple. Les soins tenant compte des traumatismes ont évolué et je pense que cela inclut toute organisation. C'est un service où l'on reconnaît qu'il s'agit, en fait, que les gens viennent à nos bureaux dans un état de tension accrue, d'anxiété, et aussi avec des traumatismes qu'ils ont vécus, peut-être comme résultat des problèmes qu'ils amènent à nos bureaux, peut-être à cause d'expériences vécues, mais le traumatisme qu'ils ont vécu antérieurement, clairement font partie de ce qu'ils vivront avec nous. Donc, ces services tiennent compte des traumatismes. C'est vraiment utile pour que nous puissions vraiment faire le meilleur travail qu'on puisse faire et arriver aux meilleures résolutions et enquêtes. Les 3 points que je souhaite aborder, le premier, c'est donner la priorité à la sécurité culturelle, confiance et transparence. Donc, je ne peux pas assez souligner à quel point la sécurité culturelle est importante. C'est impératif dans le travail que nous faisons, notamment en ce qui concerne le travail avec les plaignants autochtones. La sécurité culturelle signifie que les gens, lorsqu'ils viennent à nos bureaux, ils voient quelque chose de familier et qui ne l'est pas. Donc, quelque chose peut-être qui pourrait avoir l'impact d'ajout de barrières qu'ils ont déjà expérimenté. Et c'est une construction ici de l'époque coloniale. Il s'agit de traiter les plaignants des communautés autochtones et nous le reconnaissons. Donc, nous voulons être sûrs que nous offrons des opportunités pour nous assurer que le plaignant est dans un environnement culturellement sûr. Et cela va nous permettre de construire la confiance et avec les plaignants et leur communauté, parce que sans la confiance, c'est vraiment difficile de faire le travail que nous devons faire. Et la confiance fonctionne dans les 2 sens. Ce n'est de faire confiance à la personne plaignante, mais également à l'organisme de soins de santé et beaucoup d'entre eux en soins donc avec les organisations également de santé autochtone. En matière de transparence, nous voulons toujours nous assurer que les gens sont clairs sur ce que nous pouvons et nous pouvons pas faire, être transparents sur nos limites. Donc, dans le processus. Le deuxième point, c'est autour de la maximisation des intérêts du plaignant. Donc, l'idée d'écoute active signifie que nous devons donner la parole à des gens qui viennent nous voir pour nous raconter leurs histoires. Et en maximisant cela, grâce à la voix du plaignant, nous parvenons à beaucoup de choses qui sont nécessaires pour nous permettre d'avoir un environnement productif et relations constructives. Et cela signifie aussi qu'en écoutant la voix de cette personne plaignante, nous sommes reconnaissants qu'il peut y avoir une occasion ici de donner le choix parce que le tout ne convient pas toujours à tout. Alors, nous pourrons construire, instaurer la confiance en étant flexibles dans nos façons de faire. Donc, que ce soit dans nos processus, dans nos approches pour arriver à une résolution. Et cela est toujours le meilleur moyen de trouver un choix grâce à la collaboration. Nous savons si peu de choses sur les expériences vécues des gens
qui viennent à nous. Donc, de toujours être à l'écoute et regarder les opportunités pour pouvoir collaborer et ajuster nos processus et nos approches pour rencontrer les besoins de ces personnes et leur permettre d'être écoutés. Et également, nous voulons toujours éviter la retraumatisation en ajustant nos processus et notre environnement. Nous devons maintenir nos normes de service et absolument arriver à trouver des voies et moyens pour arriver à une résolution ou entreprendre une enquête, mais nous devons être flexibles et adaptables en conséquence. Premièrement, cela va arriver à un meilleur processus, mais deuxièmement, nous voulons éviter de retraumatiser la personne plaignante. Donc, cela signifie que nous donnons des choix et des choses comme particulièrement une enquête. Donc, par exemple, qui sera la personne interviewée, donc dans quel environnement, qui sera présent. Ce sont des petites façons que nous pouvons adapter nos processus tout en restant fidèles à l'esprit et au format pour arriver aux mêmes objectifs. En deuxième partie, il s'agit de la qualité de l'amélioration. Donc, par exemple, je suis ingénieur de formation et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc, la science et la discipline de l'amélioration de la qualité sont vraiment essentielles parce que nous voulons donner plus de pouvoir à nos équipes, nous voulons nous donner les moyens d'apprendre d'après ce que nous entendons des plaignants, utiliser les données, utiliser la technologie, mais également être toujours dans un mode d'amélioration de la qualité et donc être dans ce cercle vertueux de trouver des moyens de toujours faire mieux. Et nous le faisons en adoptant des mesures systémiques, de l'analyse, découverte et apprentissage. Donc, l'écoute active est la première étape. La deuxième partie consiste à s'assurer que nous pouvons intégrer des informations dans nos plaintes et à travailler de manière systématique et cohérente que nous pourrons mesurer. C'est très important que cela se passe bien parce que cela nous permet vraiment de mieux exploiter les informations reçues. Nous devons également demeurer curieux pour découvrir de nouvelles choses, des nouvelles façons de faire les choses et ce que nous écoutons des plaignants et apprendre toujours intégrer la gestion des plaintes dans le cadre global de qualité organisationnelle. C'est très important. Donc, en tant qu'organisation, nous avons des objectifs de qualité. Il ne s'agit pas seulement du service de première ligne, mais ou des choses qui nous inquiètent. Nous réfléchissons à la qualité de chaque aspect de notre organisation. Nous ne pensons pas seulement à la gestion des plaintes en tant que telle. Mais nous regardons au tableau d'ensemble de qu'est-ce que la qualité signifie dans notre bureau. Nous voulons nous assurer que c'est intégré et que tout le monde a une place à la table en ce qui concerne améliorer la qualité à un niveau où globalement, nous avons un niveau organisationnel. Et enfin, d'être réactif, encourageant l'intégration du changement et l'établissement de la vertu. Donc, c'est très important également pour nous d'être réactifs à temps et rapide également. Je suis un très fervent défenseur du respect des délais. Je pense que c'est des fondements de justice et nous sommes réactifs et ponctuels. Nous voulons toujours encourager nos équipes à amener des changements interactifs. Rien n'est fixé dans la pierre, dans le roc. Il n'existe pas de solution universelle. Donc, nous pouvons toujours déplacer les guides constamment en apportant des changements et à amener ces changements. Et enfin, établir vraiment la boucle, la rétroaction vertueuse est essentielle. C'est bon pour nous, c'est bon pour l'autre. Donc, si nous voulons apprendre et nous voulons que les organismes tirent des leçons, qu'ils aient des meilleures organisations, nous voulons créer en fait cette rétroaction en boucle vertueuse. C'est très important. Et nous sommes aux premières étapes de le faire et nous espérons en tirer plusieurs avantages. Donc, très rapidement, il s'agit ici de certaines des approches, des meilleures pratiques que je souhaitais souligner. Et que nos bureaux est en train d'adopter et d'embrasser. Et j'aurai plaisir à écouter davantage les autres sessions. Merci, Craig. J'aime le contrat social auquel vous faites référence, plutôt dans la présentation. Il peut parfois être difficile à maintenir notre plan lorsque nous contestons des comportements du plaignant, tout en s'assurant que le personnel se sente en confiance dans leur rôle. Vous l'avez bien expliqué et cela se manifeste par la bienveillance. Donc, nous sommes un peu en retard dans notre planification, donc nous allons passer immédiatement à notre dernier sujet de ce panel, qui est de mesurer l'efficacité, pourquoi, quoi et comment. Le député de la ville de Toronto,
Donc, Kwame Aido va diriger ceci. Il est passionné par la promotion de l'équité et de briser les barrières et amplifier la voix des gens et des groupes défavorisés. Donc, Kwame, en fait, apporte sagesse et expérience, mais aussi un esprit d'intégrité et de compassion qui continue d'inspirer notre domaine. Bienvenue, Kwame, vous avez le micro. Merci pour cette introduction, Nadine, et merci, Paul, de m'avoir invité à prendre la parole cet après-midi. Donc, peut-être qu'on pourra aller à la prochaine diapo, s'il vous plaît. La prochaine également. Alors, en me préparant à cette présentation cet après-midi, j'ai trouvé plusieurs citations pertinentes de plusieurs sources, d'humoristes, de dessinateurs, d'écrivains, de poètes, et l'une d'un scientifique de renom dans l'histoire, des personnes avec lesquelles nous nous associons pas d'habitude. Mais ces paroles ont trouvé un écho en moi en raison de leur pertinence par rapport à notre sujet aujourd'hui, notamment le commentaire d'Albert Einstein. Tout n'est pas parfait. Les comptes peuvent être comptés, mais pas tout. Tout ce qui peut être compté doit être compté. Je pense que cette situation résume vraiment bien les défis uniques que l'Ombudsman fait face. L'équité n'est pas une chose facile ni mesurable, mais cela signifie-t-il que nous devrions tout simplement lâcher prise? Non. Ce que cela signifie, c'est que cela nous oblige à être réfléchis à ce que nous mesurons. Nous devons parler de l'évaluation, de l'efficacité. Nous devons nous interroger. Est-ce que nous nous concentrons sur les bonnes choses, sur ce qui est-ce que nous, par opposition aux choses plus faciles à mesurer? Alors, voici quelque chose d'autre. Dans leur article, le programme d'ombudsman organisationnel, une stratégie de bonne gouvernance et de confiance, Williams et Redburn affirment que les méthodes pour mesurer l'efficacité d'un bureau d'ombudsman n'existent pas. Contrairement à une organisation de prestation de services, le médiateur ne produit pas, en fait, pour traiter les transactions. Notre travail consiste à l'équité, à la confiance, à un système d'amélioration, des choses qui ne sont pas facilement comptables, mesurables. Une seule enquête peut avoir un impact considérable tout en étant tenace. Les cas de résolution peuvent ne pas l'être. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous fier uniquement à des indicateurs traditionnels. Nous devons trouver un équilibre. Donc, dans les prochaines diapos, je vais explorer les deux aspects de ce débat, argument, et également parler de performance et comment l'Ombudsman de Toronto aborde cet équilibre. Alors, je voudrais donc être clair, je ne suis pas contre les mesures de performance en soi. La responsabilité est essentielle dans notre travail, comme pour toute organisation. Donc, notre bureau a des exigences élevées. Nous devons nous assurer que des règlements de cas en temps opportun font écho. Nous devons tenir le personnel responsable, mesurer l'impact de nos activités d'éducation publique et beaucoup plus. Mais voici le vrai défi. Comment mesurons-nous cela d'une manière qui reflète véritablement notre valeur et notre efficacité en tant qu'organisation? Et cela me rappelle d'un phénomène récurrent, une conversation que j'avais l'habitude d'avoir avec mon ancienne patronne, Fiona Kay, donc la première ombudsman de la ville. Donc chaque année, avant la publication de notre rapport annuel, elle était très anxieuse à propos des critiques potentielles concernant nos nombres de plaintes. Donc laissez-moi vous rappeler que ces conversations avaient lieu les premiers jours de l'organisation lorsque nous étions concentrés sur accomplir une tâche fondamentale, donc faire connaître, sensibiliser à la connaissance de l'organisation dans l'éducation publique, embaucher le personnel, conduire des enquêtes, tous en même temps. Et pour être honnête, nos chiffres de plaintes à l'époque étaient loin de ce qu'elles sont aujourd'hui. Mais ma réponse était toujours la même. Je lui disais, bien que les chiffres soient importants, ils ne disent pas toujours toute l'histoire. Et au lieu de se focaliser uniquement sur nos statistiques de plainte, nous devons mettre l'emphase sur l'impact réel de notre travail, l'histoire derrière ces chiffres. Alors, prenez votre travail avec les personnes âgées, par exemple. Grâce à nos enquêtes et recommandations, des locataires âgés ont été sauvés de d'expulsion en raison d'arriérés impayés. Nous avons également changé comment une division a traité les résidents
et la ville dans son ensemble avec qui avait de la démence et des troubles cognitifs, ou par exemple nos enquêtes sur la surveillance de la TTC, inspecteurs impartiaux, nous recommandons visant à lutter contre et à réduire le profilage racial pour les personnes qui utilisent les transports publics. Et à travers notre travail sur l'approche de la ville lors du déblaiement des campements, nous avons contribué à amener des changements en sécurité et les résidents ont été prioritaires lorsque ces clairières ont été envisagées. Ces récits illustrent le changement qui se cache derrière les chiffres. Des réelles personnes en bénéficient de nos efforts. Alors, traditionnellement, les bureaux de l'Ombudsman ont établi un lien avec un nombre plus élevé de plaintes et une plus grande efficacité, une plus grande force, sensibilisation du public. Après tout, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait retourner? Merci. Donc, les personnes, ont moins de chances d'être aidées. Les chiffres ne racontent pas toujours toute l'histoire. Il n'est pas rare que notre bureau, dans nos bureaux, on constate une augmentation forte des plaintes liées à un problème spécifique qui génère une publicité importante. Également, on constate parfois une augmentation de plaintes de chiffres lorsque nous publions une enquête ou un rapport. Mais que se passe-t-il l'année suivante lorsque le problème s'estompe et l'attention du public diminue et que les plaintes diminuent? Est-ce que ça signifie que notre bureau est moins efficace? Cela indique que le public est moins conscient de la problématique, ou cela pourrait-il suggérer quelque chose de complètement différent, comme le fait que nous avons résolu avec succès un problème systémique majeur l'année précédente et le nombre de plaintes donc aurait diminué comme résultat? Si on regarde uniquement aux chiffres, nous risquons de passer à côté de l'essentiel. Au lieu de constater une diminution de plaintes comme un échec, nous devrions le voir comme une preuve potentielle de succès, un signe que nos travaux antérieurs auraient pu avoir un effet durable. Nos efforts précédents ont peut-être éliminé ou significativement permis de résoudre un problème récurrent qui autrefois dominait nos dossiers parce que nous étions capables d'appliquer une solution systémique. Nos chiffres sont un outil, pas une solution, une histoire complète. Ils aident à identifier l'inefficacité potentielles ou les solutions. Les données peuvent nous aider à réfléchir. Donc, on peut mettre en lumière des communautés ou guider nos priorités tout en indiquant les zones où notre implication peut avoir un impact significatif. Autre chose à garder à l'esprit, nous avons un contrôle limité sur qui contacte le bureau ou les types de problèmes qu'il soulève. Dans une certaine mesure, notre travail est façonné par ceux qui choisissent d'avancer. C'est pourquoi les chiffres seuls ne peuvent pas définir notre efficacité. Cette diapo illustre certaines des mesures typiques que l'Ombudsman et les organismes de surveillance civile similaires ont tendance à utiliser. Ce sont des genres de métriques qui nous aident à surveiller l'activité et l'efficacité. Donc, par exemple, la ponctualité, le respect des délais. J'aime bien souligner l'importance de parler de cette opportunité parce que c'est critique à notre travail. C'est important d'avoir des résolutions rapides et des enquêtes résolues en temps, au bon moment. Je pense que la plus grande peur d'un ombuds qui pourrait avoir, ma plus grande peur, c'est d'avoir un arriéré de plaintes qui ne serait pas traité à temps. Prochaine diapo. Alors, cette diapo, est-ce qu'on pourrait revenir en arrière? Merci. Donc, cette diapo et celles qui suivent mettent en évidence plusieurs des indicateurs que nous suivons pour mieux aider à comprendre comment nous servons le public et identifions les points à améliorer. Sur la diapositive précédente, j'ai abordé le sujet de l'opportunité. Donc, pour terminer notre travail adéquatement, rapidement, en veillant à ce que l'efficacité ne soit pas au détriment de la qualité. Donc, nos bureaux ont rapidement dû passer du présentiel au distanciel en télétravail pendant la pandémie. Mais à notre grande surprise, une fois que nous sommes adaptés à cela, un nouveau modèle d'efficacité du personnel a réellement augmenté. En 2021, 92% de nos dossiers ont été résolus dans un délai de 30 à 32 jours. Et comme vous pouvez le voir sur la diapositive, le nombre a légèrement diminué.
donc à la dernière année à 89%, mais ça demeure toujours très élevé de ce que nous avons connu en 2020-2019. Également, j'ai mis en évidence le nombre de consultations que nous avons menées avec la ville au fil des années. L'année dernière, nous avons organisé 26 consultations formelles contre 20 auparavant. Et ces consultations permettent aux fonctionnaires de solliciter notre avis sur les nouveaux programmes ou politiques d'une perspective d'ombudsman, accent sur l'équité et identifier les problèmes potentiels avant leur mise en œuvre. Bien que cela ait toujours fait partie de notre approche, nous sommes vraiment devenus plus proactifs dans la sensibilisation à ce sujet. Un aspect de notre travail entre les divisions municipales. Par exemple, nous avons fourni des commentaires grâce à notre consultation avec la Société de logement pour aînés de Toronto, le développement et les nouveaux locataires, les politiques relatives aux droits et aux plaintes procédures. Nous avons également donné notre avis sur le projet de commission de transport de Toronto, une politique antiraciste. Le service public a fini par reconnaître ces initiatives comme un atout majeur du bureau de l'Ombudsman. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Le système de gestion des cas génère un rapport de données hebdomadaires qui fournissent. Pouvons-nous retourner en arrière, s'il vous plaît? Alors, notre système de gestion de cas génère des rapports de données hebdomadaires qui fournissent un rapport complet sur l'affaire du bureau. Du coup, nous pouvons voir le nombre de cas reçus, des cas clos, l'âge, les types de dossiers, ainsi de suite. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, ces informations sont disponibles sur un tableau de bord pour nos chefs d'équipe, le vice-président et moi-même, nous donnant des informations en temps réel sur l'état de chaque dossier, qu'il soit l'admission, l'attente d'évaluation, l'attente d'approbation ou même la fermeture. Prochaine diapo. En surveillant ces chiffres, nous pouvons identifier en fait les goulots d'étranglement, donc la façon que les fichiers circulent. Ça nous permet de repérer les tendances par division, les numéros et à rester proactifs sur la gestion de nos dossiers. Nous nous appuyons pas uniquement sur les statistiques, nous organisons régulièrement des entrevues pour s'assurer que les cas progressent. Nous développons des plans d'action qui peuvent inclure le transfert de fichiers ou temporairement suspendre des nouvelles affectations pour prioriser les cas les plus prioritaires. Alors, depuis que je suis Ombuds, l'une de mes priorités a été de m'assurer que tous ceux qui ont besoin de nos services le savent et qu'ils peuvent y accéder. Historiquement, la plupart des plaintes provenaient de la vieille ville de Toronto, moins de plaintes de la part des anciens bureaux de Scarborough, Tobico, York ou de North York. Plaintes de Noirs et des communautés autochtones ont également été sous-représentées et de nombreux à faible revenu dans les quartiers résidentiels. Donc, pour remédier à cela, nous avons ciblé notre engagement envers l'équité et les groupes vulnérables. Nous avons mis en place des objectifs spécifiques à l'emplacement pour garantir davantage même une action de sensibilisation à travers la ville. Et donc, ici, nous avons des données pour guider nos décisions. Par analyser l'origine des plaintes et quelles communautés sont sous-représentées. Nous pouvons donc concentrer nos efforts de manière stratégique, veiller à ce que le personnel, le temps, l'énergie soient dirigés là où ils vont avoir le plus d'impact. Prochaine diapo. Alors, la ponctualité dans nos plus grands contextes. Donc, les enquêtes restent une priorité et nous explorons activement les moyens de prévenir, donc d'arriver à nos enquêtes plus vastes. L'un des facteurs que nous avons identifié est l'afflux de nouveaux chercheurs qui ont rejoint l'équipe au cours des 2 dernières années. Certains de ces enquêteurs avaient pas l'expérience sous la direction de grands systèmes, ce qui peut entraîner plus de temps à retourner les pièces, mais nous sommes également inaudibles pour l'interprète, mais nous concentrons en fait donc à rédiger le rapport final par la suite. Suite à la conclusion de les révisions systémiques, nous avons commencé à tenir des séances de débriefing pour discuter de ce qui s'est passé et également appliquer cet apprentissage à des enquêtes futures afin de ne pas répéter les mêmes erreurs ou nous retrouver devant les mêmes problématiques. Nous n'avons pas de limite maximale de dossiers traités simultanément. Pour les enquêteurs ou le personnel d'accueil, l'heure non plus fluctuer en fonction de la complexité de leur charge de travail, la nature de leur travail ou la nôtre.
Prochaine diapo. Alors, jusqu'à présent, donc, j'ai parlé de beaucoup de choses liées à l'efficacité mesurée par les chiffres. Nous avons entendu parler d'une plainte de volume, rapidité, localisation géographique, et toutes ces informations nous aident à comprendre ce que nous faisons et dans quelle mesure nous sommes en train de le faire. Mais les chiffres ne peuvent prendre que des valeurs. La vraie question est quelle différence faisons-nous réellement? L'impact dans le contexte du travail de l'Ombudsman, il ne s'agit pas uniquement du nombre de fichiers nous clôturons ou le nombre d'engagements, activités que nous réalisons. Il s'agit de changement. Changement pour les individus, changement pour les institutions et finalement le changement pour le bien public. Parfois, dans cela, l'impact est tangible. Peut-être une ville, la division modifie sa politique. Après l'une de nos enquêtes, peut-être un locataire vulnérable reçoit le service qu'il était habilité à. Ce sont des choses réelles et mesurables, mais souvent l'impact est moins visible et tout aussi puissant. Ça peut se manifester dans la manière dont pensent les fonctionnaires en matière d'équité, par exemple, prioriser les besoins du campement, les résidents lors de la planification d'un défrichement, c'est reflété dans le ton de la communication entre un résident et un fonctionnaire. C'est ce passage discret vers une culture plus transparente et de responsabilité. Ces résultats ne s'inscrivent pas facilement dans une catégorie, mais vraiment dans l'impact. L'impact est difficile à mesurer. Donc, on peut compter les plaintes, mais on peut pas compter la confiance. Donc, on pouvons enregistrer les modifications, mais comment quantifier un sentiment de justice? Beaucoup des plus significatifs, les résultats de notre travail se dévoilent progressivement, parfois sur plusieurs années. Un exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'introduction de la ville, le système d'administration pécuniaire pour contester les contraventions de stationnement. Nous avons recommandé que la ville adopte une approche en 2012, mais elle n'a pas abouti. Elle est entrée en vigueur en 2017. C'est pourquoi nous parlons d'évaluer l'impact. Nous devons adopter une approche mixte. Oui, nous devons continuer à suivre les chiffres, mais nous devons aussi recueillir des preuves qualitatives, des témoignages, des études, des cas, des témoignages et des commentaires des personnes et des agences que nous servons. Ensemble, mettre ensemble ces perspectives, créer une image plus riche, plus authentique de ce à quoi ressemble le succès. Alors, pendant que nous réfléchissons à l'efficacité, souvenons-nous, l'efficacité consiste à bien faire les choses, mais l'impact consiste à faire ce qui est juste. Et je pense que c'est là que la vraie valeur de l'ombudsman réside, pas seulement dans ces cas individuels, mais à aider à améliorer les systèmes et à instaurer la confiance envers les personnes qu'ils servent. Donc, lorsque nous demandons quel est l'impact de notre travail, en fait, nous demandons comment nous avons travaillé, comment nous avons rendu les choses plus justes, plus accessibles, plus responsables envers le public. Et c'est là la mesure ultime du succès. Merci beaucoup. Je serai heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Kwame. Vraiment, très belle réflexion sur les histoires au-delà des chiffres et comment les bureaux d'ombuds peuvent mesurer l'impact au lieu de présentement présenter des statistiques. Très, très intéressant et certainement utile. Je parle pour moi-même. Cela conclut notre première session. Merci à tous les intervenants d'avoir partagé leur précieuse expertise. Nous invitons maintenant nos 4 intervenants à l'écran pour participer à quelques questions et une discussion. Un rappel à nos participants que vous pouvez soumettre des questions dans la section questions-réponses. Je ne vois aucune question pour le moment. Est-ce que il s'agit d'un problème technique? Ou est-ce qu'il n'y a pas encore de questions? Pas de questions pour le moment. Nous espérons certainement que certaines personnes prendront 1 minute ou 2 et nous vous préviendrons dès qu'elles arriveront. Alors, Kwame, Jean-Marc, David et Craig, comment trouver le juste équilibre en matière d'efficacité, d'empathie et technologie pour s'assurer que le traitement des plaintes reste à la fois équitable et humain? Qui donc veut commencer peut y aller. Bon, peut-être que je vais débuter. Alors, quand vous le dites de cette façon, le travail ne sera jamais fait. Je pense que c'est la première chose que je retiens
Il y a tellement de balles, en fait, qu'il faut bien jongler pour atteindre ses objectifs et réussir dans certains domaines et pas dans d'autres. Donc, pendant que vous voulez de l'efficacité et vous voulez être doué pour gérer les plaintes, vous ne pouvez pas le faire aux dépens de la compassion et de passer du temps que nous devons pour l'écoute. C'est tellement important. Et en même temps, nous devons être capables, en fait, de tirer parti de la technologie sans que cela ne devienne, ne puisse puiser dans les ressources en étant vraiment un terrier. Donc, je pense que c'est juste une constante, quelque chose que nous devons constamment trouver l'équilibre entre ces différentes priorités. Mais si vous restez fidèle à nos buts, les fondements de ce qui signifie d'être honnête et juste, c'est vraiment notre lumière directrice. Je pense en termes de la gestion des plaintes et la manière de procéder, donc faisant le meilleur possible. Je pense ultimement racontant des histoires et probablement ce qui permet de trancher et cela témoigne vraiment de l'impact maximal. Oui, Kwame? Je pense que l'interaction humaine est vraiment l'outil le plus important que nous avons. Je peux pas vous dire combien plusieurs fois quelqu'un m'a dit ou j'ai dit à un membre du personnel que vous savez votre personnel ou votre bureau était la première organisation qui a vraiment pris le relais. Il est temps de s'asseoir et d'écouter mon histoire. Permettez-moi d'exposer mon point de vue. Je peux ne pas être d'accord avec votre décision à la fin de la journée, mais j'ai le sentiment que le processus va être précieux, a été précieux et je me suis sentie écoutée. Au final, je pense que c'est ce que les gens veulent. C'est une opportunité d'être entendu, d'être traité équitablement. Et il y a un départ qui sera toujours à l'avant-garde de ce que nous faisons. Ces outils que Jean-Marc et les autres ont parlé de volonté, également, et évidemment, nous aident à y arriver et c'est efficace. Mais je pense que cette part humaine, ce contact humain sera toujours à l'avant-garde de ce que nous faisons en tant qu'ombuds. Merci, je suis d'accord avec les deux déclarations. Chaque fois que je pense à la compassion et l'empathie et l'élément personnel, la touche humaine de notre travail, je dois aussi penser aux gens qui le font et je pense à la compassion, à la fatigue, juste à quel point c'est difficile de le faire, ce travail en équilibre. C'est important, comme s'il y avait un moyen de pouvoir quantifier la valeur et la joie et le plaisir, la satisfaction qui découle de cela. Donc, résoudre un problème pour quelqu'un, c'est d'entendre cette rétroaction. Merci beaucoup. Vous êtes le premier à avoir fait quelque chose qui m'a permis d'être bien traité. Mais c'est ça l'équilibre que je trouve difficile à accomplir. Et je pense que nous devons toujours veiller à la sécurité de notre personnel. Donc, pensez à eux en premier, juste parce que, comme ils vous le disent dans l'avion, vous pouvez pas aider quelqu'un à mettre un masque d'oxygène si vous n'êtes pas, vous n'en portez pas un vous-même. Alors, j'encouragerais fortement nous-mêmes à ne pas négliger les gens avec qui nous faisons ce travail. Pas que nous le fassions, nous les apprécions beaucoup et je les apprécie beaucoup et j'encourage grandement cela. Merci David. Oui, Jean-Marc. Vous savez, même si j'étais amenée à parler de technologie, l'élément humain, c'est un point essentiel. Nous avons constaté que le meilleur rapport qualité-prix que nous pouvons offrir en tant que bureau, il y en a deux. L'un, bien sûr, c'est les appels individuels. Vous savez, faire une recommandation sur des cas individuels. Et nous avons également constaté que le développement des recommandations systémiques ont apporté un impact considérable, impact sur un point de vue futur et prévenir la récurrence des problèmes. Et je ne connais pas tous les bureaux d'ombudsman. Je ne sais pas s'ils sont tous équipés ou dotés d'un personnel capable de faire des recommandations systémiques, mais fonctionnant sur ces deux fronts, nous savons, ça permet d'améliorer la vie. Ça fait une grande différence. Ce que nous avons trouvé, et je parie que c'est pareil dans les 33 pays qui nous écoutent aujourd'hui. Nous avons constaté que les gens
avec qui nous faisons affaire sont de plus en plus nombreux, plus en plus impatients. Il y a plus de pression, la pression sur les loyers, les dépenses. Il y a de la pression sur l'épargne. Il y a de la pression exercée sur des gens partout. Et nous constatons que les gens qui réagissent plus facilement, ils déclenchent plus rapidement. L'impatience grandit. Les gens sont plus bouleversés, plus donc bouleversé de qu'il y a 10, 15 ans. Donc, il y a quelque chose de particulier dans l'environnement des gens à qui nous parlons et donc constater que l'élément humain dans un espace comme celui-ci, c'est encore plus important. Merci Jean-Marc. Nous avons maintenant beaucoup de questions dans la section questions-réponses. Je vais vous poser une question à vous, Jean-Marc. Merci, c'était très intéressant. Pourriez-vous développer ce point, la formation dont vous avez parlé à propos du machine learning, d'intelligence artificielle? Donc, il y a l'ensemble du paysage médiatique aujourd'hui. Si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, il s'agit de ces outils génériques. Donc, tous peuvent avoir aspect. Tout l'espace médiatique s'articule autour du web. Ce n'est pas là que l'argent est, ce n'est pas là que les revenus sont, ce n'est pas là que l'intelligence artificielle va générer des revenus. Où l'intelligence artificielle fait les changements, c'est sur les machine learning. Développer en fait l'intelligence artificielle pour les infirmières, pour les médecins, développer l'intelligence artificielle pour les professionnels de l'immobilier, pour les personnes qui font de la chimie. Donc c'est toutes ces fonctions spécifiques d'industrie, c'est là que l'argent, l'investissement est. Ma femme est une formatrice en intelligence artificielle. Elle est donc embauchée par Gemini, elle est embauchée par Copilote, par tous, et elles entraînent ces intelligences artificielles et ils doivent être qualifiés. Donc pour nous travaillons avec IBM Watson. IBM Watson dit, donnez-nous au moins 1000 décisions que vous avez idéalement de 10 000 exemplaires. Mais si vous nous en donnez 1000 décisions, vous avez pris sur quelque chose de précis, nourrissez-nous et l'intelligence artificielle apprendra comment vous prenez une décision, qu'est-ce que vous prenez en compte et il va prendre des décisions. Nous ne nous fierons jamais à l'intelligence artificielle pour prendre une décision. C'est toujours le cas. Donc, nous trouvons en cela une aide pour l'enquêteur. Mais il existe une industrie d'outils d'intelligence artificielle qui est disponible pour former chaque organisme avec lequel nous faisons. Donc, elle dit, donnez-nous 1000 décisions, qu'il s'agisse de décisions d'admission, des décisions qui reviennent à l'enquêteur, quoi qu'il arrive, tout type de décision que vous prenez. Si vous nourrissez le moteur de 1000 décisions minimum, il apprendra en 24 heures et il pourra vous aider à prendre des décisions. Donc, voilà ce que nous avons décidé de faire et de tester, d'essayer, en plus d'utiliser les outils d'intelligence artificielle générique. Merci Jean-Marc. Et maintenant, je sais que vous avez une arme secrète à la maison, mais je comprends un petit peu mieux. Nous allons choisir une dernière question pour vous, Kwame. S'il vous plaît, faites et je transmets toutes les félicitations et les remerciements, bien sûr. Vous savez que les gens vraiment apprécient beaucoup votre soutien, vos équipes. Alors, Kwame, est-ce que vous dirigez des enquêtes de satisfaction dans le cadre de votre évaluation de l'impact? Si oui, comment vous allez collecter les données? Non, en fait, la réponse courte est non. Nous n'avons pas encore emprunté cette voie. Mais une des choses que nous avons fait pour commémorer le 50e anniversaire du bureau, nous avons engagé donc ce qui était notre ancienne université Ryerson, l'Université métropolitaine de Toronto, a mené une évaluation de l'efficacité du bureau de l'Ombudsman. Et si quelqu'un est intéressé par cette étude, elle est disponible sur notre site Internet. Et ils ont parlé à différents niveaux de cadre supérieur, de la fonction publique, cadre intermédiaire, personnel de première ligne, et leur ont posé des questions sur le rôle du bureau, l'efficacité de notre bureau, le bon, le mauvais, à propos de ce qu'ils ont trouvé. Et une grande partie de ces commentaires étaient très instructifs et nous a permis d'affiner certaines de nos pratiques. Et nous avons développé un outil d'évaluation,
que nous avons partagé avec IOI il y a quelques années pour permettre à d'autres organisations qui pourraient vouloir prendre cette voie pour utiliser cet outil pour évaluer leur propre bureau. Merci. Jean-Marc, oui. Nous avons essayé des enquêtes, des sondages. Donc, si quelqu'un est intéressé pendant plusieurs années ici au bureau de l'Ombudsman, à la fin d'une enquête, lorsque nous remettions le prix final, donc les recommandations, finales, donc il y avait un petit lien vers un sondage. Nous avons constaté que chaque fois que notre décision est favorable au client, les critiques étaient incroyables et quand ce n'était pas en faveur du client, les avis étaient catastrophiques. Donc, nous avons clairement vu qu'il y avait un biais. Donc, à chaque fois, nous avons donc décidé de le jeter. Ce que nous faisons maintenant à la fin de chaque enquête, lorsque nous clôturons le dossier, généralement par courriel, nous envoyons aux gens un sondage. C'est vraiment une question. C'est une question ouverte. Vous savez, est-ce qu'il y a quelque chose que vous estimez que le bureau devrait faire pour s'améliorer? Donc, avec le verbatim, dont nous trouvons des tonnes de petites bonnes idées. Mais c'est un sondage d'une seule question. Ne nous notez pas, nous ne voulons pas être notés. Si vous avez des idées sur la façon dont nous pourrions faire les choses mieux, avec cette seule question, nous avons trouvé de la valeur, mais avec une question structurée, nous n'avons trouvé aucune valeur. Alors, on l'a laissé faire. Très intéressant. Merci, Jean-Marc. Alors, je vous remercie infiniment, Jean-Marc, David, Craig, Kwame. Merci beaucoup pour vos contributions très intéressantes. Et nous allons maintenant aller à notre pause de 10 minutes et nous serons de retour à 2h55. Donc, à vous revoir dans un moment. Bienvenue à tous. J'espère que vous avez profité de la petite pause. Nous sommes ravis de vous présenter notre deuxième panel de la journée, démocratie et le rôle de l'ombudsman. Les prochains orateurs vont parler des sujets comme la protection de droits, répondre aux menaces, normes internationales et enfin la collaboration. Le premier intervenant est Jay Shock, ombudsperson de la Colombie-Britannique. Jay est ombuds depuis mai 2015 où il a dirigé plusieurs enquêtes systémiques de grande envergure. Il a dirigé le programme, il a développé une approche proactive de consultation et formation en matière d'équité, service aux autorités publiques et depuis plus de 10 ans, Jay est une force motrice pour l'équité et la responsabilité, façonnant un contrôle public de manière à raisonner pendant des années. Je vous prie d'accueillir Jay pour nous parler de protection de droits ainsi que de services. Très bien. Bonjour à tous de la magnifique Colombie-Britannique. Je suppose que c'est bon après-midi pour vous en Ontario et bonsoir aux autres dans le monde. Je voulais débuter en souhaitant à l'Ombudsman de l'Ontario un joyeux 50e anniversaire et remercier Paul de m'avoir inclus dans ce panel. Je suis un ancien élève de l'Ontario. J'y ai travaillé quand on célébrait le 9e anniversaire. Donc, c'est assez intimidant et je me sens un petit peu vieux de me joindre à vous aujourd'hui pour la célébration. Alors, donc, avant de débuter, je voudrais reconnaître avec tout le respect que je dois, à ce que je rejoigne en même temps que David, du même territoire, du peuple Lonken, de cette Première Nation. Le travail de notre bureau s'étend dans toute la province de Colombie-Britannique et dans de nombreux territoires ancestraux des peuples autochtones. Et en faisant cela, je tiens à réaffirmer mon engagement et celui de mon bureau envers eux à faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que les peuples autochtones soient traités équitablement par les autorités publiques que nous supervisons. Alors aujourd'hui, je vais parler de comment nous, en tant qu'institution Ombuds, nous pouvons travailler à maintenir pas seulement les services, mais aussi des droits. Et par la suite, je vais vous donner quelques exemples rapides du travail qui a été effectué dans le passé. Prochaine diapo, je vous prie.
Alors, donc, ce ne sera pas nouveau pour la plupart d'entre vous, mais reconnaissant que nous avons une participation mondiale à cette conférence, je vais donner un petit peu de contexte. Pour nous, en Colombie-Britannique, donc, dans notre loi, nous pouvons enquêter une décision, une action, un retard, un processus qui pourrait avoir traité quelqu'un injustement. Et si nous décelons une injustice, la loi nous permet de l'expliquer, de recommander des solutions pratiques, des principes qui corrigent, qui changent des politiques, amenant des justifications, des délais plus serrés et de suggérer des lois. Nous ne remplaçons pas les tribunaux, nous diagnostiquons l'injustice administrative, y compris si un organisme public a agi de façon contraire à la loi. C'est l'un des types de mauvaise administration que les ombuds peuvent identifier selon la loi. Et par la suite, nous identifions des solutions par la preuve et la persuasion et nous faisons des suivis. La Cour suprême du Canada a donc confirmé dans l'affaire BCDC et Friedman la nature corrective de l'action de l'Ombudsman. Donc, au nom de la Cour, le juge Duxon a décrit nos implications de cette façon. Dans son ensemble, la loi sur l'Ombuds à Colombie-Britannique offre un service efficace, une procédure dans laquelle les plaintes peuvent faire l'objet d'une enquête, des erreurs bureaucratiques et les abus sont mis à jour et des mesures correctives sont lancées. Cela représente le paradigme de la législation corrective. Il devrait donc recevoir un objectif large d'interprétation conforme au rôle unique que l'Ombudsman est supposé accomplir. Ce rôle unique comprend des caractéristiques comme par exemple notre impartialité, un accès facile, disponible gratuitement. Nos services sont souvent informels, nos procédures d'enquête et notre vaste pouvoir d'enquête qui, comme le juge Dixon l'a dit, peuvent mettre en lumière des cas de mauvaise administration bureaucratique, qui autrement seraient passés inaperçus. Les pouvoirs de l'ombudsman, comme le juge Dixon l'a dit, permettent s'adresse à l'administration pour adresser les problèmes que les tribunaux ne pourraient pas nécessairement résoudre. Donc, l'application des différents types de mauvaise administration et l'acte en lui-même permet expose ce que la Cour suprême a dit, donc amène une interprétation large, intentionnelle. En grande partie, la majeure partie de notre travail parle vraiment de l'administration, de l'équité administrative, mais il y a une minorité significative de ce que nous faisons qui concerne les enquêtes et qui aborde des questions de droit. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et donc, en garantissant des services équitables, nous protégeons simultanément les droits des personnes. Les deux ne sont pas mutuellement exclusifs, ils se croisent souvent. Mais pour voir un ombuds uniquement concerné par l'adéquation des services consiste à lire en fait le mandat d'une manière qui, je ne pense pas, était prévue par Friedman. Nous commençons par l'équité administrative et par la suite, nous affinons les droits. Il existe plusieurs sources pour fonder ce paradigme de droit par les ombuds. En premier, la Charte canadienne des droits et libertés. Les décisions administratives doivent respecter les droits de la Charte, la liberté, l'égalité, la dignité, l'autonomie. Un échec à s'aligner sur ces valeurs peut justifier une injustice. Par exemple, l'article 7 de la Charte énonce les droits fondamentaux de la vie, de la liberté, de la sécurité, y compris le droit de ne pas être privé de ces droits, sauf conformément aux principes de justice fondamentale. Que demander de plus dans le domaine de compétences de l'ombudsman? Deuxièmement, les instruments de droits internationaux. Il y a un riche inventaire d'instruments juridiques internationaux et bien que les tribunaux canadiens n'appliquent pas ces instruments, sauf lorsqu'ils sont incorporés dans le droit interne, les ombuds ne sont pas si contraints. Nous pouvons les utiliser comme normes de bonne pratique, par exemple les gouvernements, pour évaluer la conduite de gouvernement à la lumière de ces normes et des meilleures pratiques. Dans des rapports récents, nous avons cité par exemple ce qui suit: la Convention du droit de l'enfant, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, la Convention sur l'élimination de toute forme de terrorisme, de discrimination à l'égard des femmes, la Convention internationale sur l'élimination des discriminations raciales, le pacte relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention relative aux droits des personnes ayant des handicaps, la Convention contre la torture, les actes cruels et inhumains, les châtiments dégradants, les règles minimales de standards des Nations unies pour le traitement des prisonniers, connus sous le nom des Mandela, les règles de Mandela, les objectifs de développement durable des Nations unies. Paul, dans ses remarques, développera sur l'utilisation de ces normes internationales.
Troisièmement, les droits des peuples autochtones et la réconciliation. Nous interprétons les lois conformément, par exemple, à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Et cela a été intégré au droit interne de la Colombie-Britannique et nous appliquons une approche fondée et une distinction lorsque nous le faisons. Donc, nous appliquons ces lentilles et nous pouvons les ajouter, les clarifier. Cela permet pas de remplacer les cas de mauvaise administration, mais plutôt d'aiguiser notre compréhension sur l'équité administrative. Prochaine diapo. Donc, voici quelques exemples. Tout d'abord, je souhaiterais mentionner le rapport à gauche qui est engagé à un changement. Il s'agit ici en 2019 d'une enquête systémique que nous avons menée donc dans la manière dont les hôpitaux et le système de santé, des autorités en santé ne se conformaient pas à la loi concernant l'admission involontaire des patients psychiatriques. Il y a 6 mesures prévues par la loi pour protéger les droits civils des personnes admises involontairement dans un service de santé mentale. Et nous avons constaté en fait un échec dans l'exécution de ces étapes. En effet, nous avons constaté que dans seulement 28% des cas, ces étapes étaient rencontrées et nous avons émis 24 recommandations qui ont été acceptées par le gouvernement et les autorités en santé. Donc, quel est donc le lien avec le droit? Parce que l'admission involontaire limite les libertés fondamentales, la capacité de quelqu'un à être libre dans la société. Cet acte nécessite une documentation légale, nécessite un consentement. Il doit avoir un dossier de droit et de l'information. Donc, ces garanties n'étaient pas appliquées en pratique. Il n'y avait aucun formulaire de conseil sur les droits, par exemple, qui existait pour la moitié des patients. Donc, cela nuit gravement, en fait, à la capacité d'un patient à contester ou à obtenir de l'aide. À la suite de notre rapport, l'Assemblée législative a adopté une loi qui met en place un système de conseillers pour les patients psychiatriques non volontaires. Le prochain rapport vient de l'Ontario. Donc, il s'agit de l'histoire de Mia. L'enquête de l'Ombudsman de l'Ontario, donc en lien avec la Société d'aide à l'enfance de la région de York, a trouvé que l'agence n'a pas fourni en fait aux familles d'accueil le soutien pour demander en fait de l'information et certaines choses étaient mal comprises. Il y a eu 20 recommandations, toutes acceptées par la Société d'aide à l'enfance en question et la province s'est engagée à améliorer les connaissances à l'échelle du secteur. Le lien avec le droit est donc que l'Ombuds a reconnu le droit de Mia à être entendu et à participer aux décisions. Donc, il y a eu donc une approche de prévention qui permet de prendre qui amène à des considérations et de prendre des décisions dans le meilleur intérêt de la personne. Ces échecs ont compromis l'accès à la protection, aux soins appropriés conformément à ce que la loi sur la protection de l'enfance est supposée faire et sécuriser. Le prochain rapport est celui du rapport de 2021. De notre bureau, j'ai appelé seul. Et donc, en fait, il s'agit d'une enquête systémique sur l'utilisation de confinement, de ségrégation et des centres de détention pour jeunes en Colombie-Britannique. Il a été constaté que les isolements prolongés, les séparations, confinements, des pratiques non sécuritaires étaient de façon disproportionnée et large pour les peuples autochtones et racisés. Il y a eu 26 recommandations, y compris un plafond strict en ce qui concerne le confinement séparé de plus de 22 heures. Donc, un examen indépendant a été fait et une supervision a été mise en place. Le rapport pratique d'isolement lié à la garde de ces jeunes et la protection de leurs droits fondamentaux, les normes internationales, autant fédérales, donc au niveau de la justice pénale pour les jeunes, requièrent qu'il y ait un respect et la dignité humaine dans les cas d'isolement et de détention. Nous avons constaté que ces pratiques en Colombie-Britannique et le pouvoir discrétionnaire sur la garde de ces enfants autorisaient un confinement prolongé qui enfreignait ces protections. Notre rapport a donc amené des changements de supervision et des supervisions qui sont en cours en ce moment. Donc, ces exemples expriment des droits positifs. Mais comme nous l'avons vu et comme la Cour suprême dans la décision de 1959 dans l'affaire Ron Carelli a établi, il y a également des droits négatifs, une restriction sur l'action gouvernementale. Les droits négatifs peuvent, par exemple, être utilisés dans un monde où les ombuds, où est-ce qu'il y a un rapport, par exemple, sur le fait
Notre rapport de 2020 parle, par exemple, des temps extraordinaires, des mesures extraordinaires. Donc, il y a une enquête que nous avons menée d'un examen de 2 arrêtés ministériels relatifs à la COVID-19, qui ont été émis en vertu d'un pouvoir délégué par la législature, ce qu'on appelle la loi sur l'acte de mesure d'urgence. Nous avons conclu que les ordres allaient au-delà de ce que l'urgence exigeait. Donc, le programme était donc contraire à ce que la loi prévoit. Nous avons recommandé une validation de la législation des mesures de sécurité renforcées pour garantir le rôle approprié du pouvoir législatif dans une démocratie parlementaire. Le rapport parle essentiellement de la protection de l'état de droit, même en cas d'urgence. Chaque exercice de pouvoir public doit avoir un cadre juridique clair et doit être proportionné aux droits démocratiques dont les citoyens doivent s'attendre. Ça peut être si cela n'est pas appliqué, donc la démocratie dans le système est en danger. Friedman, donc je suppose pour la plupart d'entre nous, est une pierre angulaire. C'est formidable vraiment l'approbation que la plus haute cour du Canada permet, qui encadre nos pouvoirs. Le tribunal a donné un large champ d'action pour faire notre travail. Il existe une autre façon de considérer nos bureaux et cela s'exprime dans le jugement de 2019 de la Cour d'appel en Nouvelle-Écosse qui décrit le rôle de l'ombuds de la manière la plus efficace. L'autorité de l'ombuds est une force puissance qui fait participer le système et qui amène des mécanismes de contrôle d'équilibre au bon fonctionnement de la démocratie, de nos institutions démocratiques. Cela permet une surveillance du gouvernement, une bureaucratie qui est appréciée par les gouvernements et où est-ce que l'état de droit est respecté. Et où est-ce que les gens doivent rendre compte quand il y a des enfreintes. Donc, dans des mesures extraordinaires, par exemple, chaque exercice du pouvoir, l'autorité dans un système démocratique doit trouver sa source dans le droit. Et notre rôle en tant qu'ombuds est de contrôler les gouvernements, les décisions, les actions des institutions. Et cela également permet d'agir de manière à respecter et à protéger les droits. C'est notre rôle de mettre en lumière les échecs à cet égard et d'inciter des changements lorsque les gouvernements ne le font pas. Merci, j'ai hâte de répondre aux questions une fois que le panel aura terminé. Merci beaucoup, Jay. Donc, l'intersection de l'équité et des droits, des commentaires très pertinents. Une fois de plus, bien sûr, j'apprécie également les mécanismes de contrôle et d'équilibre dont vous avez parlé. Donc, notre troisième intervenant au sein du panel est nul autre que notre hôte, Paul Dubé. Paul est un avocat accompli, un passionné défenseur des droits et actuel président de la section nord-américaine de l'Institut international de l'Ombudsman. Je vous prie d'accueillir Paul alors qu'il nous rejoint pour parler de comment utiliser au mieux les normes internationales et les principes. Merci Nadine et merci Brad d'avoir posé le cadre, en fait, le tableau, en fait, d'une manière si éloquente. Amis, l'institution de l'Ombudsman existe depuis plus de 200 ans avec l'objectif de renforcer la démocratie et promouvoir, protéger les droits fondamentaux. Mais ce n'est que depuis quelques années que nous avons eu des relations internationales, des normes qui définissent et promeuvent et protègent le rôle de l'institution. Donc, pourquoi en avons-nous besoin? Que signifient ces normes et en quoi est-ce qu'elles nous bénéficient? Comment pouvons-nous les utiliser à notre avantage dans l'intérêt de protéger notre institution? C'est un sujet qui, je pense qu'on pourrait discuter pendant des heures et je le ferai. Je ferai de mon mieux avec le temps que j'ai. Je m'excuse d'avance pour de survoler certaines choses. Donc, avec mes excuses à Benjamin Franklin, d'après mon expérience, c'est une certitude que certaines institutions et certains programmes, les institutions et les programmes de l'Ombudsman sont inévitablement menacés d'une manière ou d'une autre, quelque part, de temps en temps. Je l'ai constaté moi-même pour en avoir tenu 2 rôles d'ombudsman, ainsi que par ma participation au Conseil canadien de l'ombudsman parlementaire IOI, donc l'ombudsman canadien, et vous. J'ai entendu un exemple vraiment convaincant de cela de la part de Brad et Rob Barron l'a dit au début de cette session. Nous vivons une époque dangereuse. Alors donc, qu'est-ce que nous voulons dire par des menaces? Donc, à propos du moment où on parle d'ombudsman, pourquoi parlons-nous de menaces? En fait,
le ministère ou les agences que nous supervisons ont le pouvoir de contrôler et s'ils avaient le pouvoir de contrôler notre travail, de déterminer nos résultats, si les politiciens pouvaient porter plainte à l'ombudsman, si le gouvernement prenait des mesures visant à nous faire taire, à nous exclure, à nous empêcher de pouvoir remplir efficacement notre rôle, si notre financement était contrôlé par l'agence que nous supervisions ou réduisait notre façon ou nous empêchait d'être capables de fonctionner correctement, et si nous n'avions pas la sécurité de l'emploi et pouvions être licenciés sans motif, qu'est-ce que nous ferions? Savons-nous quelles options s'offrent à nous? Donc, ces questions basées sur des faits réels, des exemples du monde entier. Par exemple, la Pologne, le gouvernement polonais contrôle le tribunal a statué en 2021 que le ministère des Droits de l'Homme du pays devait être supprimé de son poste. Elle a critiqué la prise de contrôle dans un journal. Et cette décision a été perçue comme une nouvelle tentative de plus de par la Varsovie, d'exercer un contrôle sur les institutions indépendantes et de supprimer ses plus grandes critiques virulentes. Ici, au Canada, des officiers des forces armées canadiennes, un officier a refusé de donner aux militaires armés des données de base pour qu'ils puissent aider les soldats, les forçant à avoir à accéder aux fichiers demande d'informations pour obtenir des documents du ministère de la Défense. Et en même temps, le ministère des Affaires nationales, donc la Défense, traînait des pieds pour approuver des déplacements du personnel de l'Ombuds à mener ces enquêtes. Et donc, cela a pris 4 tentatives pour convaincre les députés. Le ministre doit approuver une demande de $620 pour que l'Ombuds et un personnel de membre se rendent à Halifax pour rencontrer le personnel militaire dans le cadre d'une enquête. Et mon bureau n'a pas été épargné de ce problème. Également, des menaces à son indépendance. En 2018, le gouvernement a présenté le projet de loi 57 qui contenait une clause que le gouvernement pouvait suspendre tout officier de la législation, la justice sans raison, sans préavis, sans indemnisation. Et donc, j'ai écrit au premier ministre et comme Brad l'a laissé entendre, j'ai bénéficié du soutien du CCPO, de l'IOI, du ministère des Affaires étrangères et j'ai protesté par écrit contre cet acte. L'indépendance de notre bureau bénéficie du soutien national et des organisations internationales. Donc, nous avons dénoncé le projet de loi et les changements ont été efficaces et heureusement, la clause a été supprimée. Bien sûr, vous l'avez entendu, Brad Moss raconter son récit poignant de courage et de principe. Il y a beaucoup, on pourrait donner des exemples, mais vous comprenez l'idée que les menaces à l'indépendance et à l'efficacité se manifestent souvent et dans de nombreuses formes. Donc, dans le contexte de l'ombudsman parlementaire, les menaces à l'indépendance ou opérationnelles, l'obligation de rendre compte au gouvernement compromet réellement le fonctionnement. Donc, l'existence de l'ombudsman n'est pas menacée. Son système, son autorité peuvent l'être. Il se peut que des faiblesses, ou il se peut qu'il ne soit pas conforme en fait aux pratiques. Par exemple, il se peut qu'il n'y ait pas de pouvoir d'initier son propre mouvement d'enquête. Le titulaire du poste peut donc, par exemple, dire, je souhaite présenter des arguments visant à l'amélioration ou au perfectionnement basés sur des principes internationalement reconnus. C'est donc après de nombreux exemples que les ombuds ciblés ou affaiblis partout dans le monde que la Commission de Venise, le Conseil de l'Europe ont créé un ensemble de principes en 2019 pour protéger l'indépendance, l'efficacité, l'intégrité de l'institution de l'Ombudsman à travers le monde. Ils grandissent, ils regrettent, donc les inquiétudes grandissent quant au fait que certains gouvernements s'appelleraient vraiment, s'ingéraient dans la politique, les coupures budgétaires, les restrictions à leur mandat, comme nous le savons, en fait, nuisent au principe de Venise. En 92, les Nations Unies ont adopté les principes de Paris, ont établi les minimums d'internationalement, les normes minimales reconnues pour les institutions de défense des droits de l'homme. Eh bien, les principes de Venise étaient créés en 2019 par la Commission de Venise et le Conseil de l'Europe et ils ont énoncé les principes juridiques fondamentaux, principes essentiels à l'établissement de l'indépendance et aux institutions d'ombudsman impartiales. Ils ont été décrits comme les ABC démocratiques pour les institutions ombudsman. Et donc, ces principes établissent les normes internationales qui définissent ce qui rend une institution d'ombuds crédible et effective. Par exemple, l'indépendance par rapport au gouvernement, le financement adéquat, des grands pouvoirs d'enquête, l'accessibilité au public.
En essence, le principe de Venise, les principes ont été conçus pour protéger la capacité de l'Ombudsman à tenir des réunions publiques. Les autorités responsables garantissent ces institutions. Ils peuvent fonctionner librement, impartialement, en défense de l'humain, des droits de l'homme humain, la bonne gouvernance et l'état de droit. Par exemple, l'une des dispositions les plus importantes sont l'article 24 qui appelle les États à s'abstenir d'entraver ou de réprimer le fonctionnement effectif de l'institution de l'Ombudsman. Donc, Venise, les principes ont constitué un grand pas en avant, mais une déclaration uniquement du Conseil de l'Europe pourrait avoir une portée limitée. Si une institution mondiale proposait un ensemble de principes complémentaires qui renforceraient les principes de Venise, avons-nous une telle chose? Oui, heureusement. Les Nations unies ont une résolution sur le rôle de l'Ombudsman et des institutions de médiation, reconnaissant qu'elles ont été créées pour reconnaître et renforcer l'importance et promouvoir la bonne gouvernance, responsabilité et les droits des humains. Le but de confirmer le rôle essentiel, le maintien des règles de droit, la confiance envers le public visant à harmoniser les normes internationales et soutenir les normes établies dans les principes de Venise. En d'autres mots, diffuser l'adoption et le soutien de ces principes au-delà de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Ainsi adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2020, tout cela, elle répond également et elle réagit à l'augmentation des menaces à l'indépendance et à la sécurité d'ombudsman dans certains pays. La résolution exhorte tous les membres de l'ONU à protéger et à soutenir les bureaux en veillant à ce qu'ils soient indépendants, qu'ils aient les ressources, l'autorité dont ils ont besoin pour fonctionner efficacement et sans ingérence. Par exemple, elle encourage fortement les États membres à examiner la création ou le renforcement de l'indépendance du médiateur et de l'ombudsman autonome. Il est écrit, vous savez, donc il est suggéré de le faire conformément aux principes de Venise. Les principes de Venise sont des standards globaux, des normes globales qui visent à observer l'établissement et le bon fonctionnement de l'ombuds et à protéger son indépendance et sa légitimité. Et la résolution des Nations unies complète ces normes. Donc, la question est donc posée. Comment tirer parti de ces déclarations et de ces principes internationaux dans le cadre des principes de Venise et de la résolution des Nations unies pour faire face aux situations menaçantes ou même faire pression pour des améliorations? Eh bien, je dirais que la première étape est de les connaître. Et je soulignerai le fait que j'identifie 3 principes clés dans chaque document. Sous les principes de Venise, le premier principe est que l'institution doit être indépendante avec un cabinet juridique fondamental. Deuxièmement, les États doivent s'abstenir de toute action qui compromet leur indépendance. Et troisièmement, l'institution doit avoir suffisamment de ressources financières, administratives et humaines. En ce qui concerne la résolution des Nations unies, il est indiqué que les États membres sont encouragés à établir, à renforcer l'indépendance des médiateurs, leur autonomie, et cela implique également à garantir qu'ils aient des ressources adéquates pour garantir leur indépendance. Et enfin, la résolution parle explicitement des principes internationaux pertinents pour guider le fonctionnement de l'ombudsman dans les institutions de médiation médicale. Donc voilà, je résumerai ces principes. Donc, en deuxième étape, vous savez, Rob en a fait allusion à cela. Nos institutions sont peu connues ou comprises à travers la société, malgré nos efforts continus. Au niveau international, les principes reconnus qui nous définissent, nous sommes encore plus obscurs pour les gouvernements que pour le public. Voilà pourquoi j'ai pensé à éduquer et informer, en fait, les gouvernements au sujet. Je voudrais que le législateur, la législation, soit conscient de ces principes dans le cas où un jour, ils ont des idées qu'ils voulaient jouer avec notre législation ou affaiblir nos organisations. Donc, j'ai personnellement entrepris de manière proactive à sensibiliser, mettre le gouvernement et nos organismes de financement et toutes les parties prenantes à notre existence. J'ai commencé en citant dans les rapports annuels mes propositions budgétaires, sociales, successorales, dans les médias, sur notre site Internet, les préoccupations, les communications directes également avec les élus. Et donc, si un ombudsman fait face à des tentatives pour supprimer ou entraver son travail, ces principes sont là pour être utilisés. Et je vais vous donner quelques exemples rapidement de comment cela s'est produit dans le passé.
Une fois de plus, j'ai fait référence à l'article 24 qui appelle les États à s'abstenir d'entraver ou à supprimer l'efficacité, donc le fonctionnement de l'institution de l'ombuds. C'est quelque chose qui peut être invoqué lorsqu'un gouvernement tente d'entraver un ombudsman. En 2020, le Guatémaltèque, un agent des droits de l'homme, était menacé. Donc, l'agent des droits de l'homme à Guatémaltèque risquait d'être destitué. Il avait affiché le drapeau LGBTQ sur les réseaux sociaux, donc promouvant les droits des gays, des lesbiennes, des personnes bisexuelles et transgenres dans son pays, qui n'a pas de système complet de législation contre la discrimination. Donc, le 6 juillet 2020, le législateur, la commission des droits a convoqué l'ombudsman, une personne, à une session plénière du Congrès, à être tenu responsable de ses actes et concernant les actions prises durant son mandat. Tout cela à cause de ses déclarations publiques en faveur des droits des personnes LGBTQ. Il a écrit une lettre au soutien de l'ombudsman faisant référence à l'article 24 de la Convention de Venise et qu'il interprète, et cela l'a aidé. Le gouvernement a soutenu et il a été démis de ses fonctions et est resté en poste. Il n'a pas été démis de ses fonctions et est resté en poste encore 2 ans. Le principe de stabilité et d'adéquation, le financement vise à garantir véritablement l'autonomie des personnes. Donc, il doit y avoir suffisamment de ressources pour que l'Assemblée puisse fonctionner et l'institution du médiateur qu'il soit flexible et qu'il ait un personnel suffisant. Ici, à Ombudsman Ontario, nous avons donc invoqué les articles 21 et 22 devant le Conseil de l'autonomie intérieure lorsqu'il a été proposé de réduire notre budget de 18% en 2023. Cette action, entre autres, nous a permis d'obtenir un financement adéquat pour l'exercice annuel. Et pour l'année dernière, après avoir attendu 9 mois pour l'approbation de notre budget, le Conseil d'administration des estimations budgétaires une lettre a été envoyée avec les principes de Venise et la résolution des Nations Unies. Je suis heureux de vous dire que nous avons reçu l'approbation de notre estimation budgétaire peu après l'envoi de la lettre. Donc, l'étape 4, et donc, je n'ai vraiment pas le temps d'approfondir cet aspect, mais je serais négligent si je ne le faisais pas, au moins mentionner le potentiel que l'évaluation par les pairs doit contribuer à amener. Donc, comme Baron et Peter ont fait un excellent travail, un travail novateur au Royaume-Uni, explorant comment les évaluations par les pairs pourraient être utilisées pour inciter les gouvernements à fournir au bureau d'ombudsman, donc à répondre aux besoins législatifs opérationnels, amener les ressources nécessaires pour se conformer aux principes de Venise et à la résolution des Nations Unies. Notamment, l'observatrice néo-zélandaise a déjà travaillé sur ce sujet. Je vous le dis tout de suite, en fait, il s'agit de parrainer un système. Il y a beaucoup de promesses, mais restez à l'écoute. Je pense que la capacité de faire appel à une organisation comme telle pour entrer en scène, faire une évaluation et un commentaire sur la façon dont votre organisme se conforme au principe de Venise pourrait être un outil puissant pour renforcer l'indépendance et assurer le bon fonctionnement de notre bureau. Il s'agissait vraiment ici d'une présentation très brève, donc j'espère que vous l'avez trouvée instructive et j'attends avec impatience vos questions. Merci infiniment, Paul. Parfois, c'est tellement facile de prendre pour acquis que nos bureaux ne sont pas menacés, ou même susceptibles d'être à risque. Ceci dit, le contexte mondial actuel nous rappelle en fait que personne n'est à l'abri des changements, des philosophies, des paradigmes gouvernementaux qui peuvent parfois entraîner des problèmes de développement inquiétants. Merci de nous le rappeler à tous. Notre dernier intervenant du jour est l'ombudsman de la province canadienne de l'Île-du-Prince-Édouard, Sandy Hermiston. La province est la toute première à l'avoir fait. Sandy nous arrive avec plus de 35 ans d'expérience dans la fonction publique, ayant occupé différents postes à travers le pays et le monde. En outre, elle est une amie et une collègue exceptionnelle. Elle est également un merveilleux mélange de rigueur, de détermination combinée avec une profonde humanité. Elle nous parlera de la valeur de la collaboration, définissant les relations. Merci d'être là, Sandy. Merci Nadine pour cette belle attention, cette introduction. Et merci à Paul de m'avoir inclus dans cet événement merveilleux de célébration des 50 ans de l'Ombudsman de l'Ontario. Je voudrais reconnaître que je suis actuellement sur le territoire Mi'kmaq, connu sous le nom d'Ibikit, et nous sommes couverts
par un traité historique de paix et d'amitié et je présente mes respects au peuple Mi'kmaq qui occupe cette île depuis plus de 12 000 ans. Nous avons parlé de la manière de gérer les plaignants, pardon. Nous avons parlé de grandes idées liées à la protection des droits et comment réagir aux menaces et bien sûr les principes de Venise et la résolution des Nations Unies. Je vais nous ramener à quelque chose d'un peu plus local et parler de la définition, de comment définir les relations et la collaboration. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, l'Ombuds Île du Prince-Édouard a été créé en 2022. Nous sommes le plus récent bureau parlementaire au Canada et nous avons 5 employés, moi y compris. Prochaine diapo. Pour vous situer, vous pouvez voir où nous nous trouvons, donc dans une petite île, la plus petite province du Canada. Donc, avant d'être Ombuds ici, j'étais Ombuds aux îles Caïmans et l'île du Prince-Édouard est 21 fois plus grande que les îles Caïmans. Donc, voilà une petite anecdote amusante à propos de mon île. Et donc, la population de l'île du Prince-Édouard n'est que 2 fois celle de l'île Caïman. Je voulais parler de la définition de la collaboration. Donc, collaborer, c'est travailler conjointement avec d'autres personnes dans une entreprise intellectuelle et coopérer avec quelqu'un d'autre à quelque chose qui ne nous connecte pas initialement. Donc, nous ne collaborons pas avec l'ennemi. Donc, beaucoup de gens seraient soucieux d'une approche collaborative qui soit trop amicale avec un département ou une entité publique que nous enquêtons. J'aimerais être très clair que quand nous parlons de collaboration, nous en parlons avec des limites, bien sûr. Et nous souhaitons protéger notre processus d'enquête et notre indépendance dans tout le travail que nous faisons. Brené Brown est un penseur de premier plan sur des idées comme la collaboration et elle dit qu'il faut un leadership audacieux de la part de tout le monde dans l'équipe. Cela signifie avoir des conversations difficiles, rester curieux et apprendre à écouter. Et je pense que c'est l'un des compétences les plus importantes que nous apportons dans ce genre de travail. Nous devons également écouter en fait les autorités et être curieux à savoir quelles sont leurs préoccupations et comment ils fonctionnent. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, comment est-ce que nous faisons? Nous utilisons toutes les compétences générales dont nous avons besoin pour faire ce genre de travail parce que nous n'avons pas la capacité de fabriquer, donc d'amener quelqu'un à faire quelque chose. Nous devons donc créer un environnement où nous écoutons, nous apprenons, nous bâtissons la confiance, nous communiquons et partageons le mérite parce que c'est comme ça que nous allons accomplir le travail. Prochaine diapo, je vous prie. Je vais parler d'un d'un dossier au Canada, donc nous avons beaucoup entendu parler. J'en ai parlé avec mon député, les collègues de l'Ombudsman ainsi qu'avec la Fédération des Ombudsmen canadiens, mais c'est en réalité une illustration du type d'approche que nous avons. Donc, nous avions un dossier, en fait, où est-ce que 4 ans après que le bureau soit ouvert, une semaine, donc tout le monde en dehors de moi, nous avons reçu cette plainte. C'était une série de plaintes et en 9 mois, nous sommes arrivés à une résolution et nous l'avons fait en collaborant avec l'entité sur laquelle nous enquêtions. Prochaine diapo. Nous avons fait cela en nous asseyant et nous présentant. Et quand nous nous sommes présentés ici à l'île du Prince-Édouard, parce que notre bureau est tellement nouveau, nous avons dû les éduquer, donc 101 comme on dit, parce que comme nous devions, en ce qui concerne l'utilisation de certains outils, donc nous avons parlé de loi, comme Jay l'a mentionné, de tous les pouvoirs que nous avons et le contexte dans lequel nous travaillons. Par la suite, nous nous sommes assis et on a eu une rencontre concernant les problèmes et les obstacles et nous les avons explosés. Ensuite, nous avons fait une recherche parce que nous avons reconnu que l'entité que nous enquêtions n'avait pas la capacité en termes du personnel pour examiner certaines des problématiques en détail. Nous avons fait notre propre recherche, nous avons effectué des recherches juridictionnelles, des examens, nous avons regardé à des normes médicales pour essayer de comprendre le problème et pourquoi nous étions préoccupés. Nous nous sommes assis avec eux.
Je les ai rencontrés en personne, ce qui est le type le plus important dans des interactions et je pense que vous pouvez qu'on peut avoir. Nous sommes allés si loin de cette communication interpersonnelle que parfois nous perdons la capacité de résoudre nos problèmes euh, en nous cachant derrière des courriels, des Teams, et ainsi de suite. Nous nous sommes assis, nous avons parlé avec eux, nous avons exploré leurs préoccupations, exploré certains obstacles qu'ils nous avaient et par la suite, nous avons rédigé une évaluation écrite. Nous leur avons raconté une histoire, nous avons raconté l'histoire que nous avons entendue et nous avons réfléchi. Nous, voici ce que nous leur avons dit, voici ce que nous avons entendu. Nous voulons parler avec vous des choses qui sont arrivées à notre attention et nous avons eu des conversations difficiles sur la façon dont cela allait se passer, comment est-ce qu'on allait vérifier si les problèmes n'existaient pas. À mon avis, le problème est résolu et ils ont compris quels problèmes pouvaient, quels sont les problèmes et comment est-ce qu'on aurait pu trouver des solutions. Et donc, ils sont revenus et nous ont dit, écoutez, nous voyons ce que vous dites, allez-y, regardez et dites-nous ce que nous pouvons faire. Et ils sont revenus vers nous et nous avons proposé une solution. Et la solution était n'était pas ce à quoi nous nous attendions, mais c'était une très bonne, selon moi. Nous nous sommes dit, voici, c'est une très bonne solution, donc écrivons-la. Nous avons rédigé un rapport, nous avons laissé beaucoup de détails concernant les obstacles que nous avions rencontrés pour parvenir à la réponse. Ils ont parlé, nous avons parlé de la déclaration, sur la question de savoir si nous étions satisfaits de leur solution. Nous avons rédigé des drafts encore, nous avons eu des conversations. Nous avons regardé et finalement publié notre rapport final. En ce qui concerne les barrières, nous avons les choses que nous avons eues sur le chemin, il s'agissait d'une question de remplacement des opioïdes thérapie. Ils ne nous fournissaient pas de thérapie de remplacement des opioïdes dans tous les cas en prison. Ils fournissaient des retraits, puis autorisaient des personnes qui passent à un traitement de substitution aux opioïdes 6 semaines avant leur arrivée, leur libération. Donc, en attendant, il s'est retiré, il n'a pas été réglé, les problèmes n'étaient pas réglés. Et donc, nous nous sommes retrouvés avec un sentiment particulier, mal à l'aise du moins, face à leur manque de traitement pour leurs troubles liés à l'usage de ces opioïdes. Donc, un traitement qui probablement les personnes auraient dû recevoir. Une des choses qui faisait partie du problème était que les médecins impliqués dans tout ce système étaient très préoccupés que nous remettions en question leur jugement médical. Nous avons eu des moments très tendus, rencontres avec des médecins qui sont venus assez chargés, donc avec des opinions sur ce que nous essayions de faire. Nous nous sommes assis, nous les avons écoutés et nous les avons laissés ventiler. Et puis, on les a rassurés. Ce n'est pas ce que nous essayons de faire. Nous essayons de nous assurer que la politique en vigueur, qui existe en prison, ne vous empêche pas de pratiquer la médecine et d'utiliser les normes appropriées pour le traitement des troubles liés à l'utilisation des opioïdes. Les médecins, donc, ont compris et ils sont devenus des défenseurs en termes de ce que nous essayons de faire. Le centre correctionnel a déclaré, nous voulons récompenser ce comportement parce que les détenus ont fait certaines choses afin de faire en sorte que leur plainte soit prise en compte et nous ne voulons pas récompenser ce qu'ils ont fait. Et ils ont dit, nous avons ceci à gérer. Et donc, on s'est dit, peut-être qu'on ne parle pas assez de ce qui est arrivé à nous. Et donc, on s'était peut-être trop concentré sur le fait qu'il y avait des plaintes. Nous les avons rassurés du fait qu'il y avait une nouvelle politique en place, que les personnes qui s'étaient plaintes, nous ne nous attendons pas nécessairement à ce qu'ils fassent automatiquement un traitement de remplacement à l'opioïde. Mais en fait, est-ce qu'on pourra aller à la prochaine diapo? Parce que dans à quoi nous nous attendions, c'était qu'ils utiliseraient la politique et l'appliqueraient de façon équitable pour que les personnes qui avaient porté plainte aient droit au traitement de substitution des opioïdes. Une autre problématique dans la prison était qu'ils utiliseraient le Suboxone qui était normalement prescrit pour les opiacés, thérapie de remplacement comme négociation à l'intérieur de la prison. Et nous
nous avons compris cette préoccupation, mais partout ailleurs au Canada également, tout le monde est confronté à cette problématique. Et ce avec quoi ils sont revenus, c'est qui nous a convaincus, c'est qu'il existait un produit remplaçable, le Sublocade, qu'ils pouvaient donner aux détenus qui n'en auraient pas besoin. Donc, on distribue des pilules tous les jours. Et donc, maintenant, c'était pas la seule chose. Parfois, cette injection ne serait pas appropriée. Donc, le Suboxone, dans certaines occasions, était... En fait, on s'est dit, c'est une excellente solution. On n'y avait pas pensé. Bravo. Et donc, nous avons écouté ce qu'ils avaient à dire. Nous les avons défiés de se dire, oh, c'est pas, ça va être difficile. Oui, on sait que ça va être difficile, mais en réalité, ce n'est pas vraiment un obstacle à ce que nous voulons accomplir. Et donc, j'ai compris à travers toutes ces barrières et nous avons publié un rapport. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et on peut parler de certains termes dans notre rapport où nous les avons applaudis. Donc, les étapes qu'ils ont entrepris de combler les cas de manière responsable. Nous avons reconnu que le système correctionnel avait des tâches ingrates et qu'il était vraiment important de bien traiter les détenus. Nous avons reconnu qu'ils étaient prêts à s'adapter, à s'ajuster, à mettre en place de nouveaux traitements. Nous leur avons dit merci pour la collaboration dont ils ont fait preuve et pour le travail qu'ils font chaque jour. Et nous avons également dit que nous sommes convaincus que les détenus ont désormais accès à un niveau de soins standard qui s'est avéré la plus efficace. Nous les préparons à dire que nous les surveillons et nous sommes convaincus que cela va continuer. Donc, ce rapport a été publié, il avait 10 pages, il racontait une histoire, il racontait comment le problème a été résolu et nous avons acheté, cela a suscité beaucoup de bienveillance parce que nous sommes arrivés à un endroit où les plaintes étaient résolues sans avoir à diffuser un tas de... donc, à laver le linge sale à l'extérieur et à nuire à la réputation d'un bureau collaboratif qui visait à résoudre des problèmes. Donc, en se basant sur tout cela, donc pendant que tout cela se faisait, nous avions un certain nombre d'autres plaintes que nous traitions. Mais parce que nous avions une si bonne collaboration avec eux, nous avons été capables de régler les problèmes concernant d'autres recherches. Donc, contraire à toute politique écrite. Nous les avons appelés et nous avons dit, ceci ne sonne pas bien. Ils disent, oui, vous avez raison, ça ne sonne pas juste. Et ils ont accepté de présenter des excuses écrites aux 3 détenus et ils ont fait des formations du personnel afin de s'assurer que les gens comprennent les critères de la fouille à nu et comment cela serait implémenté. Nous avions des problèmes avec l'accès au téléphone que nous avons pu résoudre en cours de route pendant toute l'enquête. Et donc, cela nous a permis de construire un système fonctionnel, une relation qui nous a permis de résoudre des problèmes sans trop de formalités et d'accomplir le travail dans un petit espace. Et je suis vraiment consciente, je sais que je suis en train de me dépêcher, mais je suis très consciente que nous avons passé notre temps, mais je vais continuer d'avancer. Et donc, prochaine diapo, c'est un autre exemple de type de collaboration que nous pratiquons. Donc, l'autre jour, nous avons reçu un courriel de notre service des impôts, donc lorsque nous avons pris contact au sujet d'un problème fiscal, donc je vais soumettre à un service juridique et vous pouvez enquêter et vous connaîtrez donc si vous avez des commentaires ou des questions, vous pourrez me les envoyer et je vais les transmettre à notre avocat. Nous avons répondu, merci de votre participation et merci de vous être engagé avec notre juridiction. Notre capacité à examiner le tout était un peu plus compliquée que antérieurement. Le bureau, nous avions besoin de plus de détails sur comment nous prenions en compte ce problème. Nous leur avons également dit que nous souhaitons les rencontrer au moment qui est le plus approprié pour eux. 15 minutes plus tard, merci, nous vous réitérons, on n'essaye pas d'être difficile, nous voulons faire notre devoir et qu'en est-il de mardi?
Et donc, c'est le genre de collaboration, donc d'approche informelle que nous adoptons à l'égard de personnes dans le cadre du travail que nous faisons pour nous, pour avoir le travail accompli. Et je n'essaye pas en fait de déduire que cela fonctionnerait à grande échelle. Je ne le sais pas parce que ma spécialité, ce sont des petits bureaux, mais j'aimerais croire qu'il en existe quelques-uns, dont certains aspects de ces approches qui pourraient être mis en œuvre dans les bureaux des plus grandes villes. Donc, voilà, prochaine diapo. J'ai terminé. Merci. Merci Sandy. Comme vous le savez, je crois fermement au travail collaboratif, une approche collaborative. Définitivement, je partage cette philosophie et je ressens très fortement, je suis très convaincue de l'impact que cette approche peut avoir sur nos chances de succès et d'avoir des résultats durables et des avantages pérennes à protéger. Donc, merci pour tout cela. Donc, ceci conclut notre deuxième panel de la journée. Je vais maintenant inviter Brad, Paul, Jay et Sandy à l'écran pour les questions. Rappelez-vous que vous pouvez soumettre des questions pendant que nous, dans le question-réponse. Je vais simplement dire à vous tous quelles étapes devrais-je suivre, à votre avis, les bureaux d'Ombuds prennent aujourd'hui pour garantir qu'ils restent dignes de confiance et dépendants et effectifs 50 ans après maintenant. Je dirais que c'est important de démontrer de la valeur chaque jour, saisir chaque opportunité pour démontrer à toutes les parties prenantes pourquoi nous sommes bénéfiques, pourquoi nous sommes avantageux et pourquoi nous sommes indispensables pour eux. Donc, au public, vous savez, nous pouvons mettre en lumière les situations dans lesquelles ils se trouvent, résoudre un problème, aborder un problème systémique. Pour les organismes du secteur public, les agences gouvernementales, nous pouvons les aider à parvenir à des meilleures politiques, procédures, réduire le nombre de plaintes qu'ils peuvent avoir à traiter, améliorer le moral. Comme vous le savez, je crois, c'est ce que j'ai le plus observé. Les fonctionnaires vont travailler tous les jours. Nous voulons faire du bon travail et nous ne le faisons pas souvent. S'il y a des problèmes et donc, si nous pouvons, nous allons les aider à travailler de cette manière, de cette façon collaborative dont Sandy a parlé. Mais au total, on n'a pas besoin d'être conflictuel, mais juste ramener en fait à démontrer de la valeur chaque jour, montrer aux personnes ce dont nous sommes capables. Et comme disait Jay, c'est un service tout simplement. Nous sommes particulièrement bien placés pour aider à défendre les droits des personnes. Et je pense que c'est un aspect véritablement vital de l'Ombudsman, de l'institution de l'Ombudsman qui a été rajouté. Et je rajouterais, Paul, que dans un tout nouveau bureau, nous devons, quand on y pense, on n'y parle probablement plus souvent. Et je sais qu'en Ontario, en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve, vos bureaux existent depuis, pour certains, 50 ans, 45 ans. Vous en parlez encore. Donc, on ne devrait jamais, jamais, jamais cesser de parler de ces principes importants et vous savez que c'est vraiment fondamental pour garantir que nous maintenions notre réputation d'intégrité également. Je dirais que nous devons être en mode de sensibilisation continuellement. Donc, au bout d'un certain temps, nos mandats changent, nous avons des ajouts, nous avons des nouveaux groupes d'intérêt de temps en temps et donc la sensibilisation du public à ce que nous faisons est vitale, est faible et donc je pense que c'est obligatoire, il nous incombe d'être en mode sensibilisation tout le temps. Et puis, j'ajoutais, je pense que vous pouvez certainement démontrer votre valeur, même lorsque critiquer l'administration ou un département, même en critiquant. Je pense que, vous pouvez le faire de telle sorte que quelque chose de positif peut sortir du processus. Nadine, et si je peux rajouter une chose dont nous n'avons pas parlé, c'est le fait que nous existons pour améliorer la confiance du public envers le gouvernement et nous devons être conscients de cela et comment nous agissions nous-mêmes, en ce qui ramène vraiment mon point de vue sur la collaboration. Il existe en fait de bons moyens pour arriver à nos résultats sans démolir, sans causer en fait un doute sur le système.
Je suis d'accord. Je pense que c'est vraiment important de jouer sur le long terme. Donc, particulièrement même avec les petites juridictions, les relations sont importantes. Quand viendra le moment pour vous de le faire, particulièrement quand on a des nouveaux employés, ils vont me ramener quelque chose qu'ils veulent envoyer, je dirais, oh, ben, je me sentirais vraiment bien quand je vais le mettre dans la poste. Mais rappelez-vous, nous devons gérer cet organisme et nuancer d'autres fichiers qui s'en viennent. Ça, c'est vraiment d'établir des relations clés et maintenir ces éléments au fur et à mesure qu'ils se présentent. Et je pense que la seule autre chose que je rajouterais, c'est l'élément crucial de l'indépendance. Donc, ça signifie l'indépendance pas seulement vis-à-vis des autorités publiques, mais également des plaignants. Nous ne sommes pas des défenseurs, des avocats. Nous devenons des défenseurs comme un million d'autres organismes publics, et parties prenantes dans le monde. Mais qu'est-ce qui nous donne cette influence pour améliorer l'administration publique? C'est que nous commençons non pas par une prédisposition, en parlant d'un espace impartial, mais vous connaissez les faits. Il y a beaucoup de pression pour s'aligner toujours avec les autres, et je pense que cela est critique pour notre bureau, pour bien sûr maintenir l'indépendance vis-à-vis des autorités publiques, et c'est un défi quotidien. Paul a esquissé quelques mots et maintenu que le rôle indépendant de tout le monde est tellement important de façon critique que on rentrerait là-dedans. Je pourrais pas être davantage d'accord, James. Nous ne sommes pas des lobbyistes en chef, mais nous devons renforcer le fait que nous ne sommes pas seulement là pour vous. Nous devons être indépendants du gouvernement, nous devons être indépendants des intérêts de groupes, des lobbyistes, des personnes qui pourraient défendre leurs propres intérêts. C'est très difficile de rétablir la confiance entre un citoyen et l'administration si vous jetez ou mettez le feu à la maison. Si vous dénigrez l'administration, ensuite, vous pouvez redonner confiance aux plaignants. Il faut donc trouver un équilibre en critiquant et en demandant le changement. Nous avons une question. Quelles approches vous semblent les plus efficaces, appropriées pour défendre améliorer la législation ou obtenir un meilleur alignement avec les principes de Venise? Donc, voilà la question. Pour moi, cela me ramène à la proposition de valeur, n'est-ce pas? Expliquer pourquoi une personne forte, une institution forte et indépendante, est présente dans tous les esprits. Donc, vous savez, la part du service public du gouvernement à ses citoyens. Je pense que ce serait juste une sorte de question. C'est une question de procédure, de structure à modifier. Une loi sur l'ombudsman, les statuts sont attribués à un ministre de la couronne ou en Colombie-Britannique, donc à la personne chargée de l'ombudsman. Selon moi, nous devrions faire tout ce qui est possible pour garantir que les amendements à notre statut proviennent du pouvoir législatif et je pense au moins qu'il va avoir un haut niveau d'implication avec la législation, parce que je pense qu'il y a tellement de pression sur les gouvernements de nos jours que c'est difficile pour eux parfois de maintenir une clarté sur la valeur supérieure du bureau de l'ombudsman. Et je pense que vous travaillez en fait avec les législateurs pour avoir quelque chose, et je pense que c'est mieux à long terme. Je suis entièrement d'accord. Et nous avons été à faire cela récemment. Je me souviens, rappelant, nous sommes une institution démocratique et non un programme du gouvernement où ils peuvent se retrouver parfois à mélanger les deux et à se faire eux-mêmes populaires. D'autres commentaires de nos intervenants, pour nos intervenants? Donc, ceci conclut le Symposium international des ombudsmen. Je vous remercie de m'avoir permis d'être votre hôte
Aujourd'hui, j'espère que je parle à nos noms, nous tous, lorsque je dis que j'ai appris énormément de l'expertise profonde de nos présentateurs et à partir des questions pertinentes du membre du public, je repars avec ce sentiment inspiré, revigoré et impatient de mettre en pratique certaines des excellentes leçons tirées aujourd'hui. Et avant de partir, bien sûr, j'aimerais passer le micro à notre hôte Hall pour nous dire des mots de conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nadine et Ami. C'est une première pour nous. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis reconnaissant envers chacun de vous pour votre participation. Merci sincèrement à Nadine d'avoir géré tout ça pour nous. Merci à nos collaborateurs, aux présentateurs, à vous tous qui nous joignez de partout dans le monde. Ça a été vraiment une expérience riche. Vous nous avez honorés avec vos contributions et vos participations. J'étais ravie de voir des représentants d'institutions de 6 continents enregistrés, inscrits pour l'événement aujourd'hui et pour marquer cela, et marquer cette étape importante de l'histoire de notre organisation. Pour certains, il est presque minuit, pour les autres, il est tôt le matin. Où que tu sois, j'apprécie profondément le temps que vous avez choisi d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous repartirez aujourd'hui encouragés par les connaissances dont nous vous avons fait part et prêts à relever des nouveaux défis face à nos institutions démocratiques. Également que vous serez inspirés à comprendre qu'ensemble, nous pouvons partager de meilleures pratiques. J'utiliserai ce terme maintenant, meilleures pratiques et célébrer notre succès et vous tourner vers l'avenir, dans un avenir prometteur. Donc, je termine avec une citation de l'historien Gary Wills qui a écrit « La responsabilité est l'essence de la démocratie ». Donc, ceux d'entre vous qui avez vu notre travail amener des changements de politique, de législation, savent que c'est vrai, tout comme les corps qui parfois ressentent le plus mis au défi par nos pouvoirs de découverte et d'enquête. C'est pourquoi nous ne devons jamais nous reposer sur nos lauriers, mais nous devons rester au courant des normes, des principes, des outils qui protègent et renforcent nos institutions. Et je pense que les discussions comme celles que nous avons eues aujourd'hui sont essentielles. Et comme je le fais souvent, je soutiendrai une fois de plus les commentaires de Rod Barron qui dit que nous avons le droit d'être collégial, nous devons être ensemble. Ce fut un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Une fois de plus, portez-vous bien tout le monde. Merci beaucoup.